Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Arquet. Après l'épisode 0 qui en posait les bases, on entre enfin dans le vif du sujet. Aujourd'hui, mon invité c'est Michael, penseur curieux, acrobate polyvalent et, point important, grand fan de dragons. J'ai voulu commencer avec lui parce qu'on se connaît depuis des années et qu'on partage une même question. Pourquoi est-ce si difficile de se définir quand on pratique plusieurs choses à la fois ? Cette question nous amène naturellement au cœur de l'épisode. Elle ouvre un chemin, celui du devenir inspiré d'Héraclite. Rien n'est stable, tout se transforme. Nos pratiques, nos idées, nos identités, jusqu'à notre façon d'être au monde. Petite précision technique, un problème de micro s'est glissé pendant l'enregistrement. À un moment, seul mon micro fonctionnait, donc l'équilibre sonore est imparfait. J'ai retouché au mieux pour garder la conversation claire. Sur ce, je vous laisse à notre échange. Bonne écoute. Ok. Salut. Salut. Comment ça va ? Ça va, Imhotep, ça va, la ça famille. va. La famille, Ouais, ça va. La famille, ça va, Tranquille. Imhotep, Ah. ça va. Non, ça fait plaisir de t'avoir dans ce premier épisode du podcast. Mais je suis ravi d'être ici. Merci d'avoir répondu à cette invitation. T'es le premier à passer. T'es vraiment la première personne qui je tourne cet épisode. Donc, c'est un honneur. J'espère que t'as pas trop le trac. Non, Ça va aller. un peu, mais je vais gérer. T'inquiète pas. Tu dois performer. je Pour vais les me gens qui débrouiller. nous écoutent, ils sont au taquet, ils attendent ça. Ouais, t'inquiète pas. Ok. Non, je suis très ravi de t'avoir ici. Je voulais qu'on discute un peu on va discuter, être amené à discuter de pas mal de choses, avec un thème central que j'ai pensé autour d'un concept philosophique, Ouais. qui je trouve colle bien avec ta pratique et même au-delà de ta pratique, qui tu es. Et justement, avant qu'on entre dans ce concept-là, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que bon, nous, on se connaît. Oui, certes. Et voilà. Je m'appelle Michael. Bon, Mika, ça me va très très bien. En général, d'ailleurs, les gens me connaissent sous le diminutif Mika. Je suis... fais chier ta question, frérot. Je suis un être humain. J'aime bien le dire, même si ça sert à rien, parce qu'après, on est tous des êtres humains, mais je le répète quand même. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je suis coach sportif. Cette phrase me dérange, mais je pense que c'est la meilleure façon d'introduire la chose. Après, pour moi, personnellement, qu'est-ce que j'aime ? J'aime la culture japonaise, je suis un peu geek, j'aime les RPG, j'adore les dragons parce que c'est trop stylé, la fantasy, Lord of the Ring, The Witcher, enfin voilà, tout ça. Ouais. Que te dire de plus ? Déjà J'aime pas suffisant. ces questions, en fait. J'aime pas la question. J'aime pas. Voilà. Mais, Parce que, tu vois, par exemple, dire en fait, quand tu te présentes, tu dois dire « je suis un truc ». avec un seul adjectif derrière. C'est Ouais. ça. Le verbe être est un truc. Genre, par exemple, tu dis ton métier, en général, tu dis, je sais pas, je suis boulanger, je suis ceci, cela. C'est méga réducteur, en fait, je trouve. Enfin, ça m'a toujours posé problème. Alors, peut-être je suis le mouton noir du troupeau, mais depuis que je suis ado, je pense que ça pose un problème de dire je suis ceci ou je suis cela, enfin, que ceci ou que cela, tu vois. Peut-être c'est juste moi qui n'ai pas trouvé ma place, mais ouais, c'est pour ça qu'elle me fait chier ta question, Oui, un petit peu quand même. Ben, je sais très bien que cette question t'embête et qu'elle te fait chier. Et c'est justement pour ça que, en lisant le concept que je vais présenter un peu là brièvement, ça me fait penser justement à ces discussions-là. Moi, je te rejoins aussi sur cette difficulté à devoir te présenter en n'utilisant qu'un seul adjectif, et qui est, je trouve, au final assez réducteur, parce qu'on est des êtres humains, comme tu le dis, avec plein de facettes différentes. Ouais. Plein de facettes différentes. Et donc, on n'est jamais ceci ou cela. En fait, et surtout, quand tu regardes... Seulement, en fait. Seulement, déjà. Et surtout, quand tu regardes notre je suis et l'adjectif qu'on met derrière change en fonction des personnes avec qui on est. Tout à fait. Des fois, tu vas dire ton métier, des fois, tu vas dire ton sport, des fois, tu vas dire ton prénom, des fois, tu vas dire tes origines. Des fois... Et donc, du coup, au final, tu te dis, mais si tu prends tous les je suis bout à bout, tu te dis, j'ai fixé à chaque fois, alors qu'en fait, non, c'est plutôt englobant, quoi. C'est ça. Peut-être que le je suis est un peu mal pensé. Je suis, c'est le masque auquel on s'identifie, quoi. Oui. Et donc j'ai du mal dans cette question-là à trouver un des rôles qui pourrait être, auquel je pourrais m'identifier dans toutes les circonstances. Oui. C'est pour ça qu'en général, je dis je suis humain, tu vois, ça paraît très Oui, trivial, mais en fait, a priori, alors je sais pas, peut-être que je découvrirai des choses sur moi
je pense que c'est plutôt... Ça va, tu vois, ça passe. Je suis humain, je devrais pas trop dire de conneries à ce niveau-là. Mais donc du coup, ça nous fait une bonne transition vers le concept philosophique dont je voulais te parler aujourd'hui, qu'on échange là-dessus. C'est le concept du devenir. Ça fait un moment que là, on est ensemble depuis le début de semaine, une semaine ou deux. On en a beaucoup parlé, je pense. Arrête, dis pas tout aux gens, là. Non, mais on va pas cacher, on va pas faire semblant. Ah non, je connais pas. Non, tu connais un peu. Ouais, non, je voilà. connais un petit peu le concept, ouais. Donc, je vais un peu présenter le concept pour les personnes qui connaissent pas, Ouais. même pour toi aussi, si jamais il y a des choses qui vont te venir aussi. Donc, le concept du devenir, c'est un concept qui vient d'un penseur, apprenons-le comme ça déjà, qui s'appelle Héraclite. Il est considéré comme l'un des premiers penseurs, parce qu'il est pré-socratique, donc c'est-à-dire avant Socrate. Donc pour le situer à peu près, on est sur la moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ok. Donc on est à peu près en moins 500, Ouais. quelque chose comme ça. Et donc, pourquoi on dit qu'il est pré-socratique et pourquoi on dit un penseur? Parce que le terme philosophie n'existait pas encore, et le terme philosophe n'existait pas encore à son époque. C'est arrivé justement avec Socrate. Plutôt avec Platon. Avec Platon, ok. C'est Platon qui est lui-même l'élève du disciple de Socrate, exactement. Donc en fait, c'est pour ça que la plupart des penseurs qui sont arrivés avant Socrate, on appelle ça des pré-socratiques. On peut mettre Thalès, Anaximandre, Parménide et Héraclite, du coup. Ok. Donc Héraclite, c'est un penseur pré-socratique qui vient d'Éphèse, en Ionie. Pour situer actuellement, maintenant, c'est la Turquie. Ouais. Donc il vient à peu près d'Asie du sud-est, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai Asie du sud-est, c'est plus... Non, c'est Asie du sud-ouest. Ouais, voilà. Asie du tout ce qui est Thaïlande, etc. Donc il vient de l'Asie du sud-ouest. Donc le concept du devenir pour Héraclite, c'est une vision du monde toujours en mouvement. Rien n'est fixe. Rien ne reste fixe en fait. Tout change en permanence. Et c'est ce changement permanent que lui, il nomme le devenir. Et à travers cette philosophie-là de devenir, il essaye en fait d'unifier les contraires. Il veut faire comprendre que c'est de l'unification des opposés que naît, et de l'unification et de leur cohabitation, que naît une harmonie indispensable qui permet à la vie d'être ce qu'elle est. Au cosmos, d'exister. Aux choses d'exister. Exactement. Donc, il a ce qu'on appelle une pensée holistique. Ouais. Holistique, ça veut dire qu'il englobe tout. Il pense pas partie par partie, il essaie de penser les choses dans leur globalité, plutôt que des petits parties. Ouais, ça me parle carrément. Oui. Il y a 2 citations qui sont connues d'Héraclite. Il y en a une qui est « Nous n'entrons et nous n'entrons et nous n'entrons pas dans le même fleuve, nous sommes et nous ne sommes pas. » Cette citation, elle est assez connue. Elle a été un peu reprise en disant « Nous n'entrons jamais 2 fois dans le même fleuve. » Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Plus connu comme ça. Ouais. Plus connu comme ça. Cette citation, elle résume parfaitement ce que Héraclite pense, parce que c'est pour dire que l'eau déjà du fleuve, elle s'écoule tout le temps. Donc si on se baigne à l'instant T, on revient demain, ça sera pas du tout la même eau. Ouais, oui, clairement. Et nous aussi, on sera pas du tout les mêmes. Parce qu'on aura vécu des choses, on aura pensé, il nous sera arrivé des choses, donc on aura changé. On sera pas du tout les mêmes. Et il y a une deuxième citation qui est assez connue, qui est penta rei, en grec, qui signifie du coup toute chose, tout s'écoule. C'est ça, encore la métaphore de l'eau, quoi. Encore la métaphore de l'eau et du flux, en fait, surtout. On pourrait rajouter toute chose qui est, s'écoule. Pour que ça soit un peu plus compréhensible, peut-être un peu plus palpable pour nous, sur ce tout. Donc, si on veut résumer à peu près un peu la pensée d'Héraclite, moi, je trouve qu'il y a un extrait d'un fragment. Oui, parce que chose importante, dont j'ai oublié de dire, c'est que pour Héraclite, tout ce dont on a hérité, nous, ce sont simplement des fragments. On n'a pas eu d'œuvre complète. Oui, ok, oui, on a juste que des fragments, des citations. Et on a aussi des citations de certains auteurs plus jeunes que lui, qui le citent. Par exemple, Aristote, Anaximandre, Sextus Empiritus, etc. Tout ça, en fait, c'est des gens qui ont cité Héraclite. Et donc, avec ça, on a réussi à retrouver à peu près, à reconstruire quelques parties de sa pensée. Son ouvrage, on va dire. Son ouvrage. Okay. Mais le plus gros de lui qu'on a, vraiment, qui lui, il a écrit, c'est des fragments.
Mhm. Et il y en a à peu près, je crois, 140 ou un peu moins. Ouais, Donc, ouais. c'est pas beaucoup grand-chose, de ouais, fragments et effectivement. c'est vraiment des phrases toutes courtes. Et donc, dans ces fragments, il y a, pour moi, je pense, une phrase qui explique vraiment en globalité et qui résume très simplement et difficilement en même temps, parce que c'est de la philosophie, sinon c'est pas drôle. Et la pensée d'Héraclite, c'est l'extrait du fragment 10 qui dit « De la totalité naît l'unité et de l'un le tout ». Pour moi, je trouve que voilà, il a tout dit, quoi. Ah, effectivement, c'est un sacré condensé. Ouais. Un sacré condensé, mais c'est un sacré condensé qui dit tout, c'est le bout de la pensée. C'est le cheminement de sa pensée, et pour Ouais. moi, je Ah, pense ça me ces fait choses-là, penser, quoi. bon, la référence un peu plus geek, hein, mais ça me fait penser à Full Metal Alchemist, moi, par Exactement, exemple, oui. qui lui-même, enfin, le Hiromu Arakawa s'est inspiré de l'ésotérisme alchimique qui tournait autour de cette idée-là. Ouais. En fait, dans l'histoire des idées, Tout est un et un et tout, quoi. Tout est connecté, mais oui, effectivement, Et le un, le tout, c'est un concept qui était en alchimie pour dire, pour faire référence à cet aspect holistique de la réalité, en fait. Ouais. Donc, voilà, Héraclite, il nous invite à penser le monde dans sa globalité, sans essayer de figer ni de séparer De l'être. séparer. Mhm. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et comme on l'a dit, de la cohabitation des contraires naît l'harmonie, et de cette harmonie naît le cosmos. Et c'est justement le cosmos que l'on nomme totalité. Mhm. Et c'est de cette totalité-là que nous, êtres humains, on fait partie. Ouais. On appartient à ça. Oui, bien sûr. On n'est pas du tout extérieur. En tant qu'observateur, tu veux dire. On n'est pas du tout extérieur en tant qu'observateur et ni en tant qu'acteur. On fait partie de cette totalité-là. On fait partie du tout, bien sûr. Exactement. Ah oui, à partir du moment où tu te penses en dehors de ce que tu observes, en fait, tu fais déjà une séparation, quoi. Oui, c'est ça. Peu importe le système en question. Exactement. C'est valable pour le corps humain d'ailleurs, parce que le corps humain, c'est une sorte, on peut le penser comme un écosystème, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on le pense de manière séparée. On va parler de système nerveux, et on va étudier que le système nerveux. Oui. Puis on va parler de système lymphatique, qui est le système sanguin. On va parler de tel organe ou de tel muscle, puisque là, on va parler de pas mal de mouvements dans ce podcast. Puis on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'étude des fascias, par exemple, on se rend compte que c'est pas si séparé que ça, en fait. Ça communique quand même pas mal. Donc ça rejoint un peu cette pensée d'Héraclite, du coup. Mais voilà. Je pense que tu as bien résumé, tu as bien fait les ponts, c'est exactement ça, quoi. Je t'ai dit que je devais assurer. Je gère, t'inquiète pas, je gère. Bah, fais l'épisode tout seul tant qu'on y est, non? Non, ça c'est pas marrant. Non, mais voilà, en gros, pour Héraclite, c'est ça, c'est nous inviter à penser les choses dans leur totalité, et pas à les séparer, et pas à les figer, et que tout devient, et même si on pousse le vice, on pourrait presque dire qu'il faudrait pas utiliser du tout le verbe être, il faudrait plutôt utiliser le verbe devenir à la place. Pas dire je suis, c'est je deviens. Par exemple, quand tu commences un métier, que ce soit n'importe quel métier, il y a toujours en fait un moment d'adaptation. Même si tu as appris la théorie, tu as passé je sais pas combien d'années à l'école, tu as ton diplôme, etc. Mais il y en a des fois, tu discutes avec eux, ils te disent moi j'ai mis 10 ans à apprendre à faire mon métier. Bien sûr, puis tu peux pousser cette réflexion plus loin dans les arts martiaux dont on va probablement parler très très vite. Moi je connais un peu plus le Kung Fu, ce qui est un art martial chinois, mais ça se retrouve aussi beaucoup dans la philosophie japonaise, martiale, puis pas que martiale d'ailleurs. Il y a ce concept en karaté par exemple, tu peux prendre une vie en fait pour maîtriser un kata. Il y a ce côté du forgeron qui continue de forger, son craft, en fait, il le continue à vie, il incarne le fait de forger, il devient lui-même la lame et le marteau. Enfin, c'est très très bon. On va essayer d'honorer Héraclite alors, de faire ce qu'on peut. On a un bon travail à faire. Ouais, bon frérot Héraclite, je sais pas où t'es, mais on essaye d'être dans ta continuité. Voilà. Manifeste-toi si t'as quelque chose à dire. Donc, par rapport à cette vision holistique là, des choses, justement, de la pensée d'Héraclite, c'est ça que je voulais aborder avec toi et te poser quelques questions sur ta pratique actuelle, mais aussi sur ta pratique passée. En fait, je voulais te savoir un peu comment
Je sais que maintenant tu es dans cette vision-là du monde un peu interconnecté. Rien n'est figé, rien n'est fixe, que ce soit en mouvement ou même ailleurs. Mhm. Si je me trompe pas, tu es dans cette vision-là des choses un peu interconnectées, que Oui, c'est ça, ouais, ouvrir carrément. plutôt que fermer. Ouais. Mais alors du coup, ma question c'est à partir de quand tu as commencé à t'ouvrir, à avoir cette ouverture et pourquoi? Bon, On va déjà, commencer, on va ouais, commencer ouais, avec ouais. ces questions-là Ouais, ouais. déjà. Ok. À partir de quand en fait tu as commencé à te rendre compte que les choses pouvaient être connectées et que du coup tu étais t'as continué là-dedans Mhm. et pourquoi est-ce qu'il y a eu quel a été l'élément déclencheur? Voilà, c'est ça. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit ah mais en fait il y a pas qu'une seule chose, il y a plein d'autres choses que je peux aller voir à côté et que même si j'ouvre et il y a plein de choses à voir quoi. Dans le cadre de la pratique physique, Dans le par cadre de la exemple. pratique physique Après, pour l'instant. oui, effectivement, Après, je ça pense peut que ça devenir beaucoup va. plus large que ça, mais ouais, dans le cadre de la pratique physique. Alors, bref, peut-être, bref, petite histoire de mon parcours sportif, on va l'appeler comme ça, hein, mettez des guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Alors moi, j'ai pas forcément grandi dans une famille de sportifs, donc j'ai pas été invité à faire du sport très très tôt. C'était plutôt côté intellectuel. J'étais assez bon à l'école, j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup faire des équations, des trucs comme ça. C'est ce que j'aimais apprendre le plus. Et puis, bon, après, j'ai très tôt baigné dans Dragon Ball, Dragon Ball Z. Bah oui, Voilà. oui, obligé. Le Graal de la préparation physique. Hein, voilà. Ah Jetez tous vos bouquins, ben, regardez la saga Cell, et voilà, vous aurez compris. Hein. Et puis aussi les films d'arts martiaux, notamment Jackie Chan. aussi. Jackie Chan, encore. Je crois que c'est presque la même génération au final, Dragon Ball et Jackie Chan. Ou alors peut-être Ouais, Dragon Ball c'est un peu plus. si, probablement. Un peu plus D'ailleurs, vieux. dans Dragon Ball, il Il y y a a Jackie Chun. Jackie Chun. Avec... Il y a Jackie Quand Chun. il est génial, il se déguise. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. incroyable ça. Donc bon. Mais effectivement, les films de Jackie, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Il m'inspirait tellement, ce type. Toute la chorégraphie de ce qu'il était capable de faire, c'est presque un peu le père du parcours, en fait, à sa manière. Pas de la culture parcours, mais du fait de sauter de partout, de se battre avec ce qu'il a dans les mains. Le mec était probablement encore aujourd'hui, hein, mais extraordinairement bon. Ouais. Tu regardes Drunken Master, tu regardes les trainings qui s'envoyaient. J'ai regardé il y a pas longtemps, ça reste une dinguerie, quoi. Ouais, c'est quand même incroyable. Un homme. Enfin voilà, donc j'ai baigné là-dedans et je suis tombé dans les arts martiaux chinois. En fait, j'ai vu qu'il y avait une représentation un jour sur une place, c'était à Nice. Et donc j'ai compris qu'il y avait une école de kung-fu. Voilà, j'ai demandé à ma mère si je pouvais m'inscrire. Je me suis inscrit et j'ai kiffé. Après, j'en ai fait plusieurs. J'ai un parcours dans les arts martiaux chinois. J'ai commencé un peu plus tard, la boxe chinoise. J'ai changé de club. Bon voilà, mais j'ai tenu plusieurs années là-dedans. Ça me nourrissait bien. Et puis, quand j'avais 16 ou peut-être 17 ans, à peu près milieu lycée, je suis parti faire un stage d'un mois en Chine, à Shaolin. Ah ouais. C'était le kiff, c'était le summum de ma vie, à ce moment-là. On s'entraînait 8 heures par jour, c'était génial, c'était vraiment trop génial. J'ai des très bons souvenirs de cette période. Et puis, et puis de là, en revenant, j'avais envie d'être un peu plus acrobate. Voilà, justement, pour être un peu comme mes héros de manga préférés, pour être un peu comme Jackie. Voilà, il y avait Tony Jaa à cette époque-là aussi. Tony Jaa qui est le mec incroyable aussi. Le mec fait des moves de Tekken, mais en vrai, c'est un big boss. Et ben, j'ai envie de faire pareil. Et je n'étais pas du tout acrobate à ce moment-là, genre vraiment pas du tout. Et donc j'ai commencé la gymnastique artistique. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Jamais j'ai regardé les JO, jamais. Enfin bref. Et j'entre dans un gymnase et je découvre un terrain de jeu en fait. À ce moment-là, j'ai 18 ans. Hein, donc en général, pour performer en gymnastique, c'est bien quand tu commences petit. Mais j'avais pas l'intention de performer, mais j'avais envie d'apprendre un backflip, j'avais envie d'apprendre une roue sans les mains, j'avais envie d'apprendre un handstand, à tenir sur les mains, j'avais envie d'apprendre à faire des trucs cool, quoi. Et donc je suis resté quelques années en gymnastique, j'ai appris quelques billes, et puis j'ai enseigné aussi d'ailleurs. Et puis ensuite, je me suis détaché de la gym, justement parce que
Parce que je trouvais le cadre un petit peu formel. J'ai pas baigné dedans depuis que je suis petit, que du coup j'étais pas trop dans le moule du gymnaste, et que cette discipline très codifiée, voilà, pour moi personnellement, j'en ai trouvé des limites. Voilà, ça m'a pris juste quelques années. Je savais faire qu'une infime partie du code à ce moment-là, mais voilà, j'ai un peu fait le tour. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question de ce que j'allais faire après. Ouais. Sauf que plutôt de me dire, bon, ok, quel sport je vais pouvoir faire, où est-ce que je vais pouvoir m'inscrire, quelle activité je vais pouvoir faire, quelle discipline je vais pouvoir faire, je me suis plutôt posé la question, si je devais moi-même définir ma pratique physique, mon activité physique, un peu comme un autodidacte, ce que je suis aussi, je pense que c'est un terme assez juste pour définir en tout cas un aspect de moi, j'ai commencé à me questionner sur les fondements, sur quoi en fait je pouvais appuyer cette pratique-là tout seul, quoi. Au-delà d'un cadre sportif. Et c'est là que je suis arrivé très rapidement, tu me diras, mais on peut pas mal discuter de ce que ça peut représenter, il y a matière à philosopher, sur un constat. En fait, je cherchais le constat indubitable, donc je ne pouvais douter d'une certaine manière, et qui était lié à mon activité physique. Pour donner le cadre de la réflexion, eh bien, ce constat, c'est que j'ai un corps. Oui. A priori, si je bouge, et donc tout ce que je peux faire avec mon corps, que ça soit acrobatie ou enfin peu importe, n'importe quoi, qu'on pourrait qualifier de sportif, entre guillemets, de moteur, enfin bref, ça passe par le corps. C'est parce que j'ai un corps que je suis capable de bouger. Et donc, j'aime bien appeler ça habeas corpus, comme, voilà, j'en fais un axiome. Okay. Un axiome, c'est, je vous ai dit, j'étais plutôt féru de maths avant. Un axiome, c'est un principe fondamental. Les mathématiques sont basées sur des axiomes, comme, si je dis pas de bêtises, l'existence de zéro, du nombre zéro, de l'entité zéro est un axiome. C'est-à-dire tu ne le démontres pas, tu l'acceptes et tu démontres le reste avec. Oui, c'est des Il y en a d'autres comme ça. Un axiome de l'addition, par exemple. L'addition, c'est pas un axiome, donc il y a des axiomes généraux des maths, et puis il y a des axiomes de propriété. Tu peux le définir à chaque fois. Donc, un axiome de l'addition, c'est la transitivité. Ça veut dire que si tu as A égale B, et que, je te dis, B égale C, eh ben, tu peux naturellement inférer que A égale C. Voilà. Ou si c'est trop abstrait pour certaines personnes, vous imaginez 3 contenants qui seraient différents, un tout plat, un tout haut et un bol. Vous les remplissez de la même manière, et si je te dis que le premier bocal il est rempli comme le deuxième, et que le deuxième il est rempli comme le troisième, ça veut dire que le premier est rempli comme le dernier, quoi, le troisième. Voilà, plus empirique. Voilà, en gros je cherchais un axiome, et le fait d'avoir un corps, pour moi c'est un axiome. Pour cette réflexion autour de la pratique physique. Que tu peux pas nier. Voilà, c'est ça. A priori. Alors, peut-être tout ça c'est qu'un rêve, j'en sais rien, mais enfin bref, j'expérimente le fait que j'ai un corps, et je peux pas sortir de mon corps. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Je peux pas, mal, non comme dans... Non, j'ai pas réussi, je te dis. J'en suis pas arrivé là. Voilà, où on n'est pas comme dans Ghost in the Shell pour l'instant, où tu peux transférer ta conscience, machin. Donc non, a priori pour l'instant, c'est un axiome. En tout cas, moi, je le considère comme tel. Et habeas corpus, alors, à la base, c'est un principe juridique, si vous connaissez peut-être, qui rappelle le fait qu'on a un corps. Je crois que c'est que tu es un corps. Probablement en latin, je crois que c'est du subjonctif, je sais plus. Je sais plus. Enfin, l'idée, c'était qu'à la base, c'est une sorte de présomption d'innocence, en fait. L'original habeas corpus, je veux dire, du coup, qui n'a pas grand-chose à voir à part le titre, ce que je raconte. Mais bon, on fait un peu de culture G en même temps. Qui disait qu'en gros, ça défendait une liberté fondamentale on ne se fait pas emprisonner tant qu'on n'a pas été jugé coupable. Sachant que, avant, ça pouvait être le cas. Peut-être même qu'à des endroits du monde actuellement, et tristement, c'est le cas. En tout cas, voilà, c'est un principe fondamental qui tourne autour du fait que mon existence est incarnée. Mais là-dessus, peut-être, ce que je peux rajouter rapidement, c'est que, vous avez compris, je suis un peu emmerdant comme type quand même, parce que voilà, je suis ceci, je suis cela, voilà, je casse les bonbons parce que ça me saoule et d'utiliser le verbe être, mais là c'était le verbe avoir qui me dérangeait en fait, parce que j'ai un corps
avoir dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire posséder, en fait. Ouais. C'est un synonyme de posséder. Ok, Bah, donc quand on tu remplace dans la dis- phrase « je possède un corps ». Et là, moi, ça fait encore plus chelou pour moi, là. Ouais, mais même quand tu dis, par exemple, j'ai un corps, moi, de visu, je vois deux entités, enfin, deux personnes, quoi, deux espèces d'entités séparées, une entité qui est là, immatérielle, qui possède un corps. Alors oui, pourquoi pas. Ah. En tout cas, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est tu décris un système, mais si tu sors du système pour l'observer, bah, t'es plus dedans, quoi. Oui. C'est comme l'araignée et la toile d'araignée. Tu vois, quand elle Mhm. est, pour faire une petite métaphore, l'araignée, quand elle est sur la toile, en fait, elle fait qu'un avec sa Elle toile. fait qu'un avec Donc sa le toile, oui. système, c'est l'araignée et la toile. Oui. Les deux. C'est pas les deux. Voilà, donc le fait de dire j'ai un corps dans le sens je possède un corps, en fait, sous-entendu, même si on l'emploie tous les jours, le verbe avoir, c'est un des mots les plus utilisés de la langue française et de plein de langues d'ailleurs, ça sous-entend qu'en fait, on est quelque chose de différent du corps et qu'on est dedans. Mhm. En mode, le corps, c'est un vaisseau. On est du verbe être. Oui. D'accord. Où on est du verbe naître dedans. Et ça veut dire qu'un jour, on va le quitter. Enfin bref, tout ça, c'est en fait, c'est enraciné dans notre vision du monde et notre vision de l'être depuis très longtemps, je pense depuis la philosophie grecque, mais en tout cas, on peut facilement faire un lien avec la pensée chrétienne, que je critique pas du tout. Au contraire, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, je suis allé jusqu'à ma profession de foi, et je trouve qu'il y a des choses à apprendre du récit de Jésus, notamment. Mais voilà, il y a ce sous-entendu-là qui me dérangeait, en tout cas, dans le contexte de ce que je voulais faire, de la réflexion que j'avais. Parce que finalement, c'est un petit peu... J'avais l'impression que ça sous-entend une sorte d'imperfection du corps dans le récit religieux qu'on a projeté, ou d'imperfection de l'homme plutôt, qu'on a projeté dans la chair, dans le corps. Dans le sens, là, c'est un peu tout le récit de l'Ancien Testament, en fait. L'Éden, puis on est chassé parce qu'il y a un péché originel, et ensuite on va espérer pouvoir retourner dans un paradis, un salut, mais là, le corps, il y va pas. C'est pas le corps qui va, c'est l'âme. Bon, bref. Oui. C'est juste pour avoir une base de mythologie, un mythos pour dire, ok, en fait, les mots sont des contenants pour tout ça, en fait. Les idées, la culture, etc., des valeurs. Depuis longtemps, depuis même les Grecs, le j'imagine, corps est souvent vu comme un contenant. J'imagine. Un contenant pour l'âme. Oui. L'âme, elle est immortelle, elle fait vague à ses occupations, et quand elle descend sur Terre, elle trouve un corps. C'est souvent ça l'idée, et que le corps, il est fait à partir d'argile, de terre, et que... Je pense que de toute façon, étant donné que c'était avant dans l'histoire des idées de l'humanité, c'est forcément lié. Il y a d'autres liens super intéressants d'ailleurs entre alors je saurais plus dire exactement si c'est Socrate ou Platon, mais en fait un des deux, enfin dans la tradition de leur pensée, enfin il y a plein de choses qui se retrouvent dans le récit chrétien, c'est vraiment dingue. Mais bon, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Autre chose voilà, j'ai fait mes petites recherches, je me questionnais pas mal là-dessus à ce moment-là. Je me suis rendu compte aussi que pendant très longtemps, on va peut-être rebondir sur les fascias par exemple, pendant très longtemps, on a étudié l'anatomie, le corps, mais l'anatomie, en disséquant des cadavres. Oui. Donc en fait, on étudiait l'anatomie chez les morts. Alors pour des raisons éthiques évidemment, et notamment religieuses. Oui, aussi. Pendant longtemps en Occident, enfin chez nous quoi. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Alors, c'est pas vraiment une explication que j'ai là, mais plutôt une espèce de corrélation dans ma tête. Et peut-être un jour, je déciderai d'enquêter sérieusement là-dessus. Mais nous, en Occident, on a développé une approche de la médecine et du corps qui est très, justement, on ouvre, on regarde, on sépare les choses pour les comprendre. Très rationnel. Oui, quelque part, c'est un peu la tradition rationnelle. Je pense que tu pourras plus en parler que moi. Et on associe à la médecine orientale, notamment chinoise, la spiritualité, quelque chose de plus holistique. C'est toi qui as donné le nom. Oui. Je serais curieux d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui le savent, mettez-le en commentaire, parce que ça m'intéresse énormément. Dans l'histoire des idées et dans l'évolution aussi politique et des croyances, qu'est-ce qui a fait
qu'ils ont plutôt préféré. La version rationnelle plutôt que la version... Alors peut-être est-ce que c'est parce que eux, ils ont moins disséqué. Peut-être que ça m'étonnerait pas que la tradition bouddhiste ou taoïste n'était pas trop dans la vibe de la dissection, tu vois. Ouais. Donc du coup, peut-être qu'ils observaient les choses et qu'ils cherchaient des corrélations sur l'être vivant directement, et donc petit à petit, ça a créé un système qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Enfin bref, hyper intéressant comme réflexion. Oui, ça serait très intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que chez nous, en Occident, on a plus... Je voulais dire sombré, mais c'est pas vraiment le bon mot, mais on est plus allé du côté de la raison, alors qu'en Orient, ils sont plus restés du côté de la spiritualité, bien qu'ils aient de la raison, mais... Oui, je sais pas si on peut vraiment opposer raison, spiritualité, enfin, faudrait peut-être faire un autre podcast pour ça, c'est vachement intéressant, mais en tout cas, c'est deux approches différentes, effectivement. Du corps, et deux approches du réel, et deux approches du monde, et puis c'est pas forcément mal en soi, si tant est qu'on n'en fait pas un dogme et qu'on tue pas des gens pour ça, quoi. Oui. Après, une idée, c'est une idée, quoi. Une approche, c'est Bien une sûr. approche. Ouais. Donc, on en est à habeas corpus. Voilà, donc, c'est que je voulais baser une évidence que tu as un corps. Que j'ai un corps. Et ce corps, d'ailleurs, ça me fait penser un peu à la démarche qu'avait eu Descartes. Alors lui, bon, du coup, il n'était pas du tout, je sais pas, mais en tout cas, il s'est pas arrêté là, et il avait peut-être une autre aspiration, mais en tout cas, le fait de douter et d'essayer de trouver quelque chose de fondamental et ensuite de créer une méthode là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je suis enseignant, donc à la base, c'était une réflexion qui était tout à fait personnelle, c'était pour moi, je comptais pas du tout partager ça, j'étais complètement paumé, je cherchais juste comment je pouvais définir ma pratique perso, sauf que j'aime bien réfléchir, questionner les choses, faire des recherches, etc. Donc au bout d'un moment, voilà, tu fais passer quelques années, forcément, le type a réfléchi, enfin voilà. Et effectivement, aujourd'hui, je commence à partager ça, j'ai envie, j'adore le fait de le partager, et de savoir que ça peut intéresser d'autres personnes, que ça peut avoir de la valeur. Et donc du coup, forcément, il faut une méthode. Oui. Et en ça, c'est vrai que je me fais un peu penser à Descartes. Toute proportion gardée et humblement, bien entendu. Bien que Descartes, lui, c'était une approche, corrige-moi si je me trompe, plutôt, je sais pas si existentielle c'est le bon mot, mais en tout cas, il questionnait le rapport à la connaissance, peut-être. Il questionnait déjà en grande partie le rapport à la connaissance, c'était ce qui l'a poussé à douter, justement. Oui. Il trouvait que la plupart de nos connaissances étaient basées sur des connaissances fragiles, parce que si on remet un peu Descartes dans l'histoire, il sort de la partie... il émerge, lui, de la partie un peu sombre qu'on considère partie sombre de la philosophie et de mais qu'on considère de la partie un peu sombre et de l'humanité et de la philosophie, et donc il y a beaucoup de connaissances qui se sont basées sur des croyances non vérifiées, sur des etc., sur des opinions non justes, et il trouvait un peu au regard de la raison. Au regard de la raison, et donc il s'est mis à douter de pas mal de choses, comme il a eu une éducation chez les jésuites qui l'ont beaucoup conditionné. Et au moment où il a beaucoup voyagé, en fait, au moment où il a commencé ses voyages, il s'est mis à douter de ce qu'il a appris chez les jésuites. Parce qu'il pensait que tout ce qu'il avait appris, c'était pareil de partout. Okay. Et quand il est sorti, il a vu que non. Et donc, du coup, il a constaté la diversité, donc il s'est mis à douter. Après ça, lui, il a poussé le doute bien plus loin, parce qu'il a commencé à douter même de sa propre existence. Et voilà, c'est en ça que je disais, la démarche a fini par être totalement... Il en est arrivé à douter de sa propre existence. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il perçoit bien les choses? Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il appelait un malin génie qui s'amusait à lui donner des perceptions fausses? Est-ce qu'il est en train de rêver? Et les deux seules choses dans lesquelles il était sûr, la première chose, c'est que Dieu existe. Ça, c'était la chose de Descartes la plus sûre et certaine. Ce qui en soi est une croyance. C'est vrai qu'avec du recul, on peut dire oui, c'est une croyance, mais il a basé sa pensée là-dessus, et il a basé sa deuxième pensée, sur le cogito ergo sum, je pense donc je suis, qui était en fait le cheminement de dire ok, je doute, mais quand je doute, je pense. Donc en fait, la seule évidence que j'ai, c'est que je suis en train de douter de tout. Donc, je pense que je doute. La seule chose, en fait, dont il être certain, c'est qu'il était en train de douter. Voilà, c'était ça son axiome.
pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'était ça son évidence, c'est qu'en fait, il doute, donc il existe. Donc je pense, donc je suis. C'est comme ça qu'il il a fait sa démarche. Et après, effectivement, il a essayé de construire une méthode qui nous donne dans le discours de la méthode. Il a essayé de construire une méthode qui peut mener, une fois que tu l'as bien bossé, à une vérité, à vérifier en fait clairement les choses. Parce que son doute chez Descartes, c'était pas un doute permanent, c'était un doute transitoire en fait. Il mettait en doute les choses tant qu'il ne les avait pas vérifiées par lui-même et reconnues comme vraies. Mais pour reconnaître les choses comme vraies et vérifiées par toi-même, il faut une méthode. Il lui fallait sa méthode. Et c'est d'ailleurs la première règle de la méthode qui est ne prends rien comme une évidence tant que tu ne l'as pas reconnu comme tel. Oui, d'accord. Voilà, c'était ça, c'est la première règle de sa méthode. Oui. Et après, il donne d'autres règles. Une sorte de scepticisme, quoi. Oui, sauf que un peu différent parce que les sceptiques, eux, c'était plutôt de dire on pourra pas dire en fait ce que c'est, bien qu'on puisse chercher toute notre vie, on n'arrivera pas à juger d'une chose, à dire si une chose est vraie ou fausse, et donc on dit rien. Ok. C'est ça, c'est pour ça que c'est différent d'un scepticisme plutôt classique. De l'école grecque, c'est ça, Scepticisme, oui, ça remonte à Pyrrhon, donc même un peu avant peut-être, mais une grosse partie c'est scepticisme pyrrhonien. Après il y a eu romain, il y a eu platonicien qui s'est un peu dilué, mais oui, ça remonte chez les Grecs déjà. Ok, ça marche. Oui, l'un on peut être considéré comme l'extrême de l'autre, on va dire, un peu plus soft. C'est ça. Le scepticisme, Descartes. Oui. Il n'en fait pas quelque chose de permanent en tout cas. Ouais, c'est vraiment quelque chose de transitoire. Enfin, de métaphysique, non. Il n'en fait pas une limite épistémologique, c'est-à-dire une limite. Épistémologie, c'est ça répond à la question de comment est-ce qu'on connaît ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on acquiert les connaissances. Ouais. Donc il n'en fait pas une limite fondamentale, absolue. Non. On ne peut pas savoir. C'est un super débat. Encore une fois, je pense qu'il va falloir. Il y aura. Des questions auxquelles on tente de répondre. Parce que, moi personnellement, je ne sais pas si je peux répondre à ça. Mais essayer. Mais bon, effectivement. En tout cas, je me fais un peu penser à la démarche qu'il a eue, au moins pour la méthode, parce qu'après, je pense qu'on aura peut-être l'occasion un petit peu plus loin dans le déroulement des idées du podcast de refaire peut-être une petite référence sur Descartes, notamment par rapport au corps, en fait, et aux perceptions, et du coup, quand on sera parti dans l'hyperespace de la discussion, on y arrive tranquille. J'espère que vous passez un bon voyage, que vous avez attaché votre ceinture, parce que là, on arrive tranquillou dans l'hyperespace. Donc, pour remettre un pied sur terre quand même, donc l'axiome « j'ai un corps », c'est là-dessus que j'ai décidé de baser ma pratique physique. Ouais. Ce qui me paraît pas trop déconnant, étant donné qu'il s'agit d'une pratique physique. Et donc de ce corps-là, encore une belle lapalissade, c'est-à-dire quelque chose qui est évident, trivial, c'est que si j'ai un corps, je bouge. Donc le mouvement émerge du corps. Enfin, émerge du corps, non, mais est une conséquence du fait d'avoir un corps. Oui. Pour nous autres, êtres humains, et puis une ribambelle d'autres animaux qui disposent d'un système nerveux. Alors, je ne sais pas si c'est exact ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà. Par exemple, des plantes n'ont pas de système nerveux. C'est super intéressant, j'avais étudié un petit peu la physiologie des plantes. Ils n'ont pas de système nerveux, ils ont un système de transfert de sève. D'accord. Ils ont des canaux, bon bref, ça ressemble un peu à un système sanguin, mais ça joue aussi le rôle de système nerveux, d'une certaine manière. Donc en fait, ils n'ont qu'un seul système qui joue le rôle... Qui a plusieurs rôles. Mais bon, les plantes, à part dans Le Seigneur des Anneaux, les plantes... Pour ceux qui connaissent. Les plantes, elles ne marchent pas sur leurs racines pour se barrer, quoi. Oui. Elles sont fixées à un endroit. Et ensuite, elles ont d'autres stratégies pour survivre. Là-dessus, c'est une autre branche du vivant. Branche, d'ailleurs, c'est assez marrant qu'on appelle ça une branche. Enfin voilà, donc ce deuxième, qui est un peu ce deuxième principe, qui est un peu le corollaire, allez, le matheux, le corollaire, c'est-à-dire quelque chose qu'on déduit
de ce qui était avant. Oui. L'axiome, principe fondamental. De l'évidence, Corollaire, j'en encore. déduis, et ensuite, je peux utiliser mon corollaire sans à chaque fois citer mon axiome parce que c'est chiant. Donc, le corollaire, j'aime bien l'appeler memento mori, Ok. qui est mon blaze sur Instagram d'ailleurs, si vous me cherchez. Si vous me... Il sera en description aussi si vous le voulez suivre. Memento mori, alors, le mec aime bien l'élocution latine. Ouais, Celle-là, je elle vois ça. n'est pas originale. L'original, c'est memento mori, à Ouais. carrière. Souviens-toi que tu vas mourir, c'est C'est ça? ça. En gros, souviens-toi de ta finitude, Oui. de la mort, qui était, si je ne dis pas de bêtises, alors je ne sais pas avec qui c'est associé exactement, mais moi je l'associe au stoïcisme. Alors, qui exactement, je ne sais plus, tu vas peut-être nous le dire. Bon, ouais, on va chercher ça. Mais en tout cas, c'était l'idée, justement, souviens-toi que tu vas mourir. Ouais. Alors, memento mori, c'est voilà, s'il y a des profs de latin ou si ma prof de latin de l'époque est en train de nous écouter, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Elle devrait me mettre une claque virtuelle parce que c'est pas correct. Si je dis pas de bêtises, ça devrait être memento movere peut-être. Je suis plus au niveau en latin, mais dans tous les cas, c'était pour faire la ref, le clin d'œil à memento mori et à la philosophie stoïque d'ailleurs que j'affectionne beaucoup, Ouais. et aussi intuiter l'idée qu'il y a le mouvement, parce que bon, movie, on comprend un peu que c'est le mouvement. Ou alors il n'y a que moi, je ne sais pas. Mais c'est l'idée, souviens-toi que tu dois bouger. Pourquoi ? Parce que tu as un corps. Parce que tu as un corps. Tout ça a l'air de la palissade, mais ça a vraiment été un changement d'approche quand c'est né en moi. C'est un peu la forme que je lui ai donnée. Et donc j'ai décidé de baser ma pratique là-dessus. Ce qui est intéressant, je trouve, on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si tu me permets de continuer là-dessus ou si tu veux rebondir sur des questions, sinon moi je continue. Mais vas-y, écoute, je suis en train de chercher pour voir à qui appartient Memento Mori. Okay. J'ai vu quelques noms, j'ai vu passer Marc Aurèle. Oui, voilà. Moi, j'ai vu passer Épicure, mais on est dans les stoïciens. Voilà. On est dans les stoïciens, c'est vraiment quelque chose de purement de la philosophie stoïcienne, Memento Mori. Voilà. Eh bien, memento mori, memento movi. Rappelle-toi que tu dois bouger parce que tu as un corps, au moins dans cette vie, en tout cas. C'est intéressant, on parlait du langage, vite fait tout à l'heure, du sens des mots, dès que j'ai commencé en fait. Et je disais que les mots, enfin en tout cas je les considère comme des contenants pour les idées. Et puis pour plein d'autres choses, voilà, on parlait de culture même à ce moment-là. Alors, non, je ne vais pas forcément faire une grosse aparté sur l'origine du langage, enfin ce que j'en connais, etc. Mais c'est vraiment, vraiment fascinant quand on commence à se poser des questions sur des choses qui sont complètement triviales et c'est un peu la philosophie. Oui, bah oui. C'est du curieux, je sais pas. Moi, je sais pas si je suis philosophe, mais en tout cas, je suis giga curieux. Tout le monde peut être philosophe, je pense. Je n'arrête pas de poser des questions. Quand j'étais gamin, je posais des questions à tout le monde, à mes profs, je les faisais chier pendant les intercours tout le temps, mes parents aussi. En fait, j'aime bien me poser des questions et comprendre des trucs. Et comprendre, je crois, si je dis pas de conneries, étymologiquement, ça veut dire faire des liens entre les choses. Il faut chercher un petit peu. Je crois. Je t'ai tombé là-dessus, je sais plus où. Alors tu vois, là, dans ma tête, c'est associé à Idriss Aberkan. Alors, j'écoute beaucoup ce type, ou les podcasts, les masterclass qu'il fait. Voilà, il pop dans ma tête, donc je pense que le lien fait que... Idriss Aberkan. J'ai dû apprendre ça sur une conf d'Idriss Aberkan. Donc pareil, si Idriss Aberkan nous écoute, alors déjà s'il nous écoute, je suis fan mec. J'adore ce que tu fais. J'ai lu tes bouquins, j'écoute tes conférences et j'écoute tes vidéos assez souvent de journalisme citoyen. Bref, fermons la parenthèse. Les mots sont des contenants des idées. Ouais. Mais là, on est dans de la sémantique, quoi. On est dans de la sémantique, ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la sémantique, c'est l'étude des sens et de la signification des signes. Et c'est souvent, même très souvent, tout le temps, attribué au langage. Oui. On va souvent étudier, en fait, se poser des questions de pourquoi, à telle période de la civilisation humaine, on utilise ce mot-là. Alors qu'avant, il n'était pas le même. Par exemple, un truc tout bête, ça n'a rien à voir avec le mouvement, mais pourquoi quand quelqu'un ne vient pas à un rendez-vous, on dit « il m'a posé un lapin ». Oui, d'accord. Ça serait de la sémantique de se demander pourquoi est-ce qu'on utilise les expressions. Exactement.
Voilà. Donc, c'est la sémantique de questionner le verbe être, questionner l'utilisation du verbe avoir, etc. Est-ce que vous en voulez une un petit peu croustillante? J'adore la rappeler à tout le monde, celle-là. Je t'écoute. Pourquoi on utilise le verbe aller pour dire, pour répondre à la question comment tu vas, tu sais, pour demander c'est quoi notre état? Ah oui. Comment on se sent? Ouais, je vais bien. On utilise le verbe aller. Oui. Le verbe aller, c'est pour décrire un mouvement. Hop, Je tac, vais vers. On est dans le podcast, je gère ce que je raconte. Non, mais sérieusement, pourquoi on utilise le verbe aller? Vous n'êtes jamais posé la question, les gars? Bah moi, c'est ce genre de question que je me pose. Voilà. Et donc, un jour, ça pop, comme ça, dans ma tête. Je dis, non, mais attends, pourquoi on utilise le verbe aller pour décrire, pour répondre à la question de comment on se sent? Il n'y a pas de logique. C'est aller, je vais où? Ouais. Je vais où? Et non, on dit, ça va. Oui. Tu m'as posé la question, voilà, ça va, Imhotep. Imhotep. On dit Imhotep sinon. Pour ceux qui ont la ref, plus 1. Double ref. Double ref. Le mec ne s'arrête pas. Il est chaud, il est on fire. Non, mais et en fait, ça vient de la médecine. Ok. Avant, notamment si tu lis Molière. Alors je sais plus si c'est une malade imaginaire ou un autre, le médecin volant, je sais plus si c'est Molière. Bon bref, je sais plus exactement l'œuvre, pardonnez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu ce genre de choses. Mais l'idée c'était qu'avant, les diagnostics étaient faits en analysant notamment les selles. Ok. Donc en fait, quand on dit comment tu vas, la réponse c'est de décrire ta merde. D'accord. Littéralement. Parce que c'était comment allez-vous aux toilettes. Et c'était ce que demandait le médecin. Ah, donc je vais bien. Ok, d'accord. Je vais bien. Ok. Donc ça va. Ah waouh, ok, d'accord. C'est dingue, hein? Ah oui. Voilà, bon après, on a un peu édulcoré ça, on parle pas voilà, on n'a pas besoin de faire la métaphore, mais maintenant que j'ai semé ça dans votre esprit, vous y pensez. À chaque fois que vous irez aux toilettes. Enfin bref, c'était pour rebondir. Je disais, les mots étaient contenants pour les idées, pourquoi je disais ça, je sais plus, ça va me revenir. Pour Memento Movie, les mots étaient contenant des idées. Ouais, c'est parce que je voulais un peu parler de l'intelligence, du débat sur l'intelligence, du débat. Questionner la place de qu'est-ce que l'intelligence, d'une certaine manière, très, très humblement. Mais je voulais parler justement du terme mouvement, qui lui-même est très vague. C'était la question que j'allais te poser. Ben voilà, qu'est-ce que tu entends par le mouvement? Voilà. Je sais pas. Enfin, du moins, le terme est très vague. Et c'est là que c'est là qu'on peut rebondir là-dessus, parce que quand on réfléchit un petit peu sur le langage, après, promis, on parle d'autre chose. Hein. Mais c'est important quand même, je trouve. On parle avec des mots, on communique avec des mots, on fait énormément de choses. On pense avec des mots, on fait tout, pas tout, mais on fait beaucoup de choses dans notre société avec des mots. Donc si on ne réfléchit pas sur le sens des choses, je crois que c'est Paul Valéry qui parlait de nettoyage de la situation verbale. J'adore ce truc. Je trouve ça très, très juste. Des fois, c'est empoussiéré que ça n'en peut plus, et on continue. On continue à se parler avec les mêmes mots. On fait genre, on se comprend, parce que oui, on se comprend. Mais personne ne réfléchit au sens de pourquoi les choses... Dès que tu vas avoir une pensée complexe, en fait, si tu ne te questionnes pas sur le sens de... Voilà, pour toi, tu fais de la philo, donc j'imagine que, bon, toi aussi, c'est un peu ton quotidien. Oui, moi, c'est un peu mon quotidien de tout remettre en question. Je suis un mec normal, je fais quand même. Moi aussi, je suis un mec normal. Pardon, oui, alors normal n'était pas le bon mot. Non, par contre, peut-être avant de rentrer de répondre à cette question, qu'est-ce que tu entends par le mouvement, juste expliquer peut-être une petite chose pour les gens qui nous écoutent. En fait, il y a une distinction à faire entre mouvement avec un M majuscule et mouvement avec un M minuscule. C'est pour ça, en fait, que cette question est venue là. C'était pour parler rapidement, sans rentrer dans les détails non plus, mais dans les pratiques acrobates, de pratiques physiques, corporelles, il y a une pratique qui a émergé depuis quelques années avec un monsieur qui s'appelle Ido Portal, qui est le movement culture, donc la culture du mouvement. Et donc, toute cette pratique-là, elle pose cette question-là sémantique de qu'est-ce qu'on entend par le mouvement au final. Parce que quelle place on lui donne déjà, et le but du projet de Ido Portal, c'était justement en fait d'ouvrir les gens qui sont enfermés dans leur pratique, que ce soit des capoeiristes, des danseurs, des acrobates de cirque, de gym, etc. Et d'ouvrir et de dire, dans un mot global, on fait du mouvement pour tout regrouper. Mais au final, avec le temps, ça a presque eu l'effet inverse. C'est devenu une branche annexe
qui s'est enfermée sur elle-même de dire je fais du mouvement. Et donc, il y a cette question-là qui se pose de qu'est-ce que tu entends par mouvement au final? Parce que dans ces cas-là, en fait, on fait tous du mouvement. Pourquoi? Quelle est la différence entre le mouvement avec un M majuscule et le mouvement avec un M minuscule qui est juste la pratique? Donc c'est pour ça que je pose cette question-là à Mika. C'est pour ça que je te la pose. Ouais. Parce que justement, sinon, il n'y aurait pas eu lieu de te poser cette question-là. Qu'est-ce que tu entends par mouvement? Oui, bien sûr. Alors la différence entre le mouvement petit m et le mouvement grand M, c'est pour faire un petit peu pompeux en fait. Je peux comprendre qu'on fasse cette différence-là, bien entendu. On pourrait dire que mouvement avec un petit m est souvent au pluriel, c'est les mouvements que tu produis avec ton corps, peu importe ce que c'est. Voilà, tu te mets sur les mains, un handstand, un move de danse, un saut de parcours, tu jongles, je sais pas, moi tu fais une passe, un dribble au foot, peu importe. Ce sont des mouvements, des moves, avec anglicisme quoi. Et mouvement avec un grand M, je pense que dans ce que tu racontes, ce serait plutôt pour décrire la pratique du mouvement, entre guillemets, mais plutôt, je dirais, la pratique de développement de soi par le mouvement en général. Oui. D'en faire une sorte de philosophie ou de voie de vie, en fait, d'une sorte de chemin de vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Ido Portal, je ne l'ai pas rencontré. Alors, il m'a inspiré, parce que quand j'ai commencé mes petites réflexions, au bout de, je crois, un an ou quoi, naturellement, je suis tombé dans Ido Portal. Sur YouTube ou quoi, voilà, je suis tombé sur Ido Portal. Et ce mec m'a tout de suite fasciné, en fait, parce qu'il avait un discours qui collait avec la réflexion que j'étais en train d'avoir et avec le désir de m'émanciper des cases sportives et tout. Et le mec arrive et disait, une des citations, une des choses qu'il disait qui m'a énormément marqué, c'est, et vous allez voir à quel point ça a, diffusé dans ma vision des choses aujourd'hui, notamment, entre autres, quoi, c'est on est d'abord Homo sapiens, ensuite on est Homo motus, pour dire, Homo motus c'est pour dire l'homme qui bouge, et ensuite, en troisième, on est Homo specialitas, on devient spécialiste de quelque chose. Pour lui, il a il a cette approche généraliste. Alors, je ne sais pas trop comment décrire, encore une fois, je ne l'ai pas rencontré. Alors, certes, son blog est accessible, il est de très bonne qualité, enfin bref, vous avez du contenu sur lui, mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. Je ne vais pas forcément me permettre de décrire sa philosophie à lui. Oui. Le fait est que movement culture, la culture du mouvement, elle s'est répandue. Ses élèves, un peu partout dans le monde, ont ouvert des trucs, puis ensuite des personnes qui ne l'avaient pas forcément rencontré lui ont quand même ouvert, parce qu'en fait, la culture se répand bien plus loin que ce que Ido lui-même fait. Et donc ça a lancé un truc. Et effectivement, cette culture-là, si on veut chipoter un peu sur la sémantique, ce que j'aime bien faire en fait, moi ça me bloque un petit peu sur je suis coach de mouvement. Ça veut rien dire. En fait, finalement, Ido Portal a invité à un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de vision des choses au regard de l'activité physique, notamment, en tout cas le point d'entrée c'était ça. Donc, si vous avez bien compris, être un sportif en particulier, c'est être un spécialiste, et lui il a invité à se dire, on ne se réduit pas à ça. On peut être ça, on peut choisir d'être ça, on peut choisir d'être une collection de spécialités si on veut, mais avant ça, plus essentiellement, dans l'essence, en fait, on est autre chose, on est un être humain, et parce qu'on est un être humain, en fait, on est lui appelle ça Homo motus dans la façon avec laquelle il l'énonce, mais il y a quelque chose, le mouvement en lui-même est plus grand que le sport. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Et finalement, dans la sémantique et dans la culture, mais bon, c'est le sujet, si on veut aller profondément dans ce sujet-là, on va vraiment, c'est plus l'hyperespace là, mais de cette culture d'émancipation, on en a fait un sport. Il y a des coachs de mouvement, il y a des cours de mouvement, des fois quand on reconnaît qu'en fait je fais des moves qui ressemblent un peu à Ido Portal, j'ai les cheveux longs, j'ai un chignon, ouais, tu connais Ido Portal ? Ouais, je connais Ido Portal, tu fais du mouvement ? Pardon ? Je quoi ? Oui, c'est compliqué. Il y a un problème dans ta phrase. Je fais du mouvement. Je bouge. C'est ça que tu veux dire ? Non, tu fais du mouvement. Ah, tu fais du mouvement du genre le sport mouvement. Ouais, mais le mouvement c'est pas un sport, qu'est-ce que tu racontes ? Oui, on est tout à fait d'accord. Là, je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de tenir sur mes mains. Là, je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de jongler. Là, je suis en train de... Par contre, ça ne se devine pas forcément.
Quand je suis en train de jongler, je suis en train de jongler. Oui. Je ne suis pas en train de faire On n'a pas tes intentions derrière. Un mouveur qui jongle. Oui. Je suis en train de jongler, frère, c'est tout. Un être Quand humain qui je suis en jongle. train de mettre sur les mains, je suis en train de mettre sur les mains. Et souvent, je vais traîner avec des équilibristes. Et quand je suis en train de danser, je vais avec des breakers. Et puis voilà. Ok, et cette versatilité-là, et on va en reparler peut-être un peu plus tard, la philosophie de l'approche, en fait, c'est l'invisible, c'est le subtil. C'est l'approche que tu as et ce que tu fais, ce que tu découvres en toi au travers du mouvement et cette approche holistique qu'on essaie d'encapsuler dans des mots qui sont des contenants pour des idées, mais des contenants imparfaits. Oui. Et mouvement, c'est un cas d'école, je trouve que c'est vraiment... C'est typique. C'est typique, c'est ça. C'est un mot, mais je crois qu'il est au Portal dans une des... Il en parle lui aussi, de dire qu'en fait, il a choisi ces mots-là. Bon, pour moi, dans Movement Culture, déjà, le mot le plus important, c'est pas mouvement, c'est culture. Et dans pratique du mouvement, Movement Practice, le mot le plus important, c'est pratique. C'est pas mouvement. Parce que l'idée de pratique, tu peux l'avoir pour tout. Pour tout. Oui. C'est l'idée du Kung Fu, d'ailleurs. L'idée du Kung Fu, ça veut dire, en gros, c'est le chemin de la maîtrise. Donc, le Kung Fu, tu peux l'avoir pour n'importe quoi. Ça, c'est l'aspect philosophique. Maintenant, c'est sûr que quand tu vas dans un cours de Kung Fu, quand tu regardes des films d'arts martiaux où ils font du Kung Fu, quand tu vas à Shaolin, les mecs, ils font des moves, des moves martiaux, quoi, tout le temps. Parce que cette culture du mouvement, c'en est une, comme la capoeira. Oui. Toi, tu connais mieux que moi. Oui. Ce sont des cultures du mouvement qui existaient déjà, dans des contextes particuliers, avec des noms particuliers, et qui sont nés avec une certaine forme. Sauf que on peut transcender cette forme-là et en faire une philosophie de vie. Mais il y a un aspect martial. En tout cas, c'est comme ça que j'appréhende le concept de Portal. Enfin, du moins que je l'introduis et que j'essaie de me positionner avec, parce que il y a quand même plein de choses, je trouve, à tirer de cette culture-là, de ce que ce type partage. Il partage pas énormément, mais il partage un peu. Mais enfin, c'est pour ça que je disais, les mots sont des contenants pour les idées, des contenants imparfaits. Donc, qu'est-ce que j'entends par mouvement ? Soyons pragmatiques au départ. C'est notre capacité à bouger, tout simplement, notre capacité motrice. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve, en tout cas c'est mon point de vue, pour la plupart, en société je parle, on ne l'honore pas assez. Enfin, on est des primates à la base. C'est pas du tout une insulte. Hein. On est vraiment des primates. Oui, on est vraiment des primates, oui. Donc, on a évolué pour avoir ce corps-là. Et pour moi, je trouve important de replacer ce cadeau, d'une certaine manière, que ça soit notre vaisseau dont on s'émancipe, notre existence telle qu'elle est et telle qu'elle sera toujours, qu'elle ne sera jamais, que sais-je, n'empêche que là, on est dans un corps, dans cette vie. Bon, ce corps, il a une histoire, c'est un héritage du passé, c'est un héritage des mouvements cumulés durant des millions d'années. Enfin, on peut remonter très 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 loin, hein, cette réflexion peut l'amener très très loin. Mais si on va se cantonner aux primates, on va dire, qu'est-ce qui fait d'un primate un primate ? Pourquoi un primate est différent d'un canidé ? Pourquoi c'est différent d'une arachnide ? Et pourquoi c'est différent d'un tilleul ? Nous, c'est beaucoup l'appréhension, par exemple. Si on fait un sondage d'un test de grippe dans la rue, je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse un jour, parce que sinon là je ne peux pas dire « Oh là là, c'est pas très factuel ce que tu racontes ». Bon, je pense pas trop mouiller pour dire que la plupart d'entre nous, et même moi, alors je pratique un peu, donc peut-être que je suis pas trop dégueu, mais je suis pas forcément extraordinaire non plus, alors qu'en fait, notre pouce opposable, il a évolué pour faire de la brachiation, pour se suspendre. Bon, alors, moi des fois je me pose ces questions, des fois, non, je me pose très souvent ces questions il y a un truc à honorer, quoi. Et je pense qu'on peut le faire facilement. Tu sais, aujourd'hui, il y a cette culture du sport, justement. C'est pour ça que le sport n'est pas du tout mauvais en soi. Pas du tout. Mais il y a un aspect très culturel dans le sport, et moi, je me sens réduit quand je fais du sport. Si je devais me définir, si je devais faire qu'un sport, tu sais, la question, si tu devais faire que 5 moves jusqu'à la fin de ta vie, quel move tu choisis ? T'as déjà eu cette question ? Ta gueule. Il n'y a pas d'autre réponse à ça. T'as déjà eu cette question ? Oui. Ah, c'est vrai ? Oui. J'ai jamais eu cette question. Je n'aime pas cette question parce que non, en fait, non, c'est tout le contraire de ce que j'essaie de faire, tu vois. Ah, on m'a jamais posé cette question. J'ai jamais eu cette question. Je me poserai cette question le jour où, dans ma vie,
il y aura un scénario, je sais pas, une espèce d'extraterrestre qui va m'enfermer dans un espèce de cube Oui. qui va me dire si tu fais plus de 5 mouvements, je te dézingue. Et ben peut-être que là, Tu choisiras 5 réfléchirai mouvements. à choisir 5 mouvements et peut-être que je ferai ploum ploum. Voilà, je sais pas. Mais pour dire, on a tendance à réduire les choses. Ouais. Pas que dans le sport hein, d'ailleurs, mais on a tendance à réduire les choses. J'aime bien le concept d'éducation physique. J'aime moins le concept d'éducation physique et sportive, l'EPS. En tout cas, la forme qu'elle prend. Moi, personnellement, mon expérience de l'EPS, alors certes, j'étais plus matheux, donc déjà, ça donne le ton, mais l'expérience de l'EPS que j'avais quand j'étais plus jeune, elle n'a pas été grandiose, quoi. C'était un peu une collection de pratiques sportives dans laquelle on m'expliquait vite fait les règles. Quand c'était foot, par exemple, eh ben, ceux qui faisaient déjà du foot en club, ils s'amusaient, et puis moi, je me mettais à côté, tu vois, j'essayais d'avoir le ballon, mais j'étais nul, en fait. Donc, il y avait un peu ce truc-là c'est la culture sportive qui est mise en avant, et pas tant l'éducation physique. Alors je sais que les choses changent, j'ai un ami qui a été quelques années professeur de PS, et on en discutait un petit peu, donc effectivement les choses bougent, et heureusement c'est bien, mais bon, je ne crois pas que ce soit encore généralisé. Mais en tout cas c'est proche de ce concept un peu hygiéniste de la pratique physique, de l'éducation physique, qui existait avant le PS en France. Pour parler de notre beau pays. Je m'éparpille peut-être ? Non, mais t'es dans le thème. Là, on était à qu'est-ce que tu entends par le mouvement ? Donc, je disais pragmatique, notre capacité à bouger. Déjà. Je pense qu'il y a déjà pas mal à faire là-dessus. Ne serait-ce qu'injecter un petit peu plus de mouvement dans notre routine pour les personnes qui ne sont du coup pas sportives. En fait, pour moi, tu peux ne pas être sportif parce que c'est un choix. C'est une case. C'est un choix de se lancer dans un sport. On le fait très souvent, bon, à part ceux qui visent de la grosse performance, et c'est rarement sur le long terme d'ailleurs, mais le sport, tu le fais en extra-scolaire. Tu fais un peu de PS à l'école, et ensuite c'est de l'extra-scolaire. Ça me va pas. La sémantique me va pas. Le rôle, ce qu'on en fait socialement, ça me va pas non plus. Pour moi, c'est le plus fondamental. Alors apprendre des trucs assis sur une chaise, voilà, c'est bien en post-industriel, post-révolution industrielle, c'est là que ce système est né. Bon, ok, big up Idriss Aberkan. mais sinon, ça me va pas en fait. Le mouvement, c'est quelque chose que a priori, t'as pas le choix en fait. Pour aller à ton travail, et peu importe ce que tu fais au travail, mais pour aller à ton travail, pour aller chercher ton pain, tu marches, bon, c'est du mouvement. Il nous a fallu 12 à 18 mois pour apprendre à marcher lorsqu'on était bébé, par exemple. Et c'est en accéléré l'histoire motrice de nos ancêtres. Depuis arboricole, depuis la quadrupédie, etc., etc. C'est pas linéaire, c'est pas aussi simple que ça, mais vous avez compris. Mais même, il y a une chose aussi, on commence peut-être à s'en rendre compte dans la société actuelle, mais moi, j'ai travaillé pendant quelques temps dans un supermarché où on porte des charges, on décharge des camions, on met en rayon, donc c'est très éreintant pour le corps, surtout quand tu sais pas du tout porter des charges, quand tu sais pas te baisser, etc., faire attention. Et justement, au vu de tout le nombre de personnes qui se sont blessées, qui se sont mis en arrêt maladie dans la société globale de ce supermarché, ils ont commencé à mettre en place des moments d'échauffement le matin, où tu devais faire des échauffements. Tu avais des formations pour t'apprendre à porter des poids, pour t'apprendre à baisser, à porter une charge avec le dos droit, tu baisses par les genoux, tu baisses pas avec le dos rond, etc. Mais c'était très basique au final. Ça manquait de fond, ça manquait de vie, de faire comprendre aux gens que c'était pas juste pour leur métier, mais aussi pour leur vie en fait en général. Tu touches quelque chose de plus profond, outre la fonctionnalité entre guillemets des mouvements qui étaient faits à l'échauffement, parce que ensuite c'est parce que tu faisais de la manutention, c'est ça. Moi je trouve que c'est une bonne démarche. Oui, ça aussi. Dans laquelle elle a été proposée. C'est une super démarche. C'est vrai que quand tu questionnes le fond de la chose, tu te dis bon. Moi, la première chose qui me passe en tête, c'est pas une critique, c'est pas un jugement mauvais, c'est plus un constat qui m'invite à passer à l'action à certaines choses en ce qui me concerne, et peut-être à faire changer les mœurs. Je sais pas comment on dit ce mot. Maintenant, je me dis, bon, effectivement, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Oui, effectivement. C'est une question ouverte. Etc. Bref, mon but, ce n'est pas d'amener une réponse dans le temps imparti de ce podcast. Mais voilà, de cette question-là, quand même, on est des
primates à la base, on est des nomades à la base. Mm. Il suffit de voir par exemple la plupart des indigènes, leur capacité motrice, regardez leur deep squat, regardez la gueule que ça a. Ou les Asiatiques qui attendent énormément en bus. Enfin, Oui. Je suis allé, Bien sûr. tout le temps là-bas. Tu les vois, ils attendent en bus, ils sont en deep squat. Deep squat modo, quoi. Le truc, ils sont posés. Alors que... juste deep squat, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est un squat. Je pense que tout le monde voit à peu près à quoi ressemble un squat. Sauf que là, tu descends vraiment très bas. Tu as presque tes fesses qui touchent le sol. En fait, c'est une position de repos en soi. Tu as presque tes fesses qui touchent le sol, mais par contre, tu as toujours tes talons qui sont quasiment au sol, ils sont jamais levés. Oui, donc t'es pas accroupi. C'est pas la position accroupie, c'est la position de squat, mais vraiment très très bas. On appelle ça squat profond ou deep squat. Oui. Enfin, c'était pour donner des exemples, mais j'aime bien regarder les enfants pour ça, parce que je trouve qu'ils sont, ils incarnent le potentiel humain de manière un peu plus brute, raw en anglais. Quelque chose d'un petit peu plus proche de l'origine, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. D'un point de vue moteur, par exemple, ils sont très mobiles, les enfants. Alors, je parle en général, bien entendu, mais bon, je ne pense pas trop me mouiller en disant ça. Ils sont très mobiles. Bon, quand on apprend... Déjà, il nous faut un moment pour apprendre à marcher, j'ai dit. Effectivement, il y a ça me rappelle ce que disait une prof de bio que j'avais... c'était quand? C'était en prépa, je crois. Enfin, peu importe. Madame Ray, si elle nous écoute. Eh bien, elle disait « L'ontogénèse résume la phylogénèse ». Je ne sais pas si c'est d'elle, enfin, peu importe, mais en tout cas, je lui associe. Alors, ontogénèse, ontologique, l'être. Voilà, l'être. Donc, en l'occurrence, c'est l'être, nous, quoi, l'individu. Donc, surtout en ce qui va concerner, dans notre discussion, le corps, notre motricité, mais pas que, hein. Nous, quoi. Et la phylogénèse, c'est, en gros, tu dézoomes à l'échelle de l'évolution, nos ancêtres phylogénétiques. Et l'ontogénèse, du coup, nous et notre développement, résume la phylogénèse, celui de nos ancêtres, notre histoire évolutive. Oui. Tu le vois en embryonnaire. Les stades, voilà, si tu t'intéresses aujourd'hui avec Internet ou avec ChatGPT, c'est très facile d'avoir un petit cours là-dessus, vérifiant ses sources un petit peu, mais bon voilà, c'est génial la période qu'on vit. Pour quelqu'un comme moi, je vous assure que c'est vraiment génial, parce que il y a accès à l'information. À qui je peux balancer toutes mes questions, même si c'est à 4h30 du mat, il va me répondre avec le sourire, quoi. C'est dingue. Ah, parce qu'il a un sourire? Oui, il met des smileys. Ah oui, c'est vrai qu'il met des smileys. Oh, ça me rend dingue. Enfin, bref, digression. Et ça continue en post-embryonnaire aussi. Là, on continue de développer notre motricité qui est quand même assez complexe. En fait, on a le corps, je pense qu'on a le corps, je n'ai pas vérifié toutes les espèces qui existent dans le monde, mais on a le corps, je pense, le plus versatile du monde, avec le plus de possibilités motrices différentes. Alors, il y a des angles impossibles qu'on ne peut pas faire. Par exemple, parce qu'on n'est pas spécialiste de ça. Voler. On n'a pas d'organes qui fait pour voler. Malheureusement, on ne veut pas... Ça, c'est certains animaux, pas que les oiseaux, les chauves-souris, ça vole, par exemple, les libellules, les mouches, ça vole. Voilà, c'est pas les mêmes stratégies, mais bon, en général, ils ont des ailes. La structure des ailes n'est pas la même, mais bon, voilà, ça tourne autour de ça. Donc, l'évolution a produit, en corrélation en coexistence avec ce qu'on appelle l'environnement. Là encore, le mot est un petit peu limité parce que quand tu dis environnement, ça veut dire que tu te détaches de l'environnement et que tu décris un truc qui n'est pas toi. En fait, un vrai écosystème, tu es dedans, tu vois. Bon, bref. Bon, on va continuer de dire environnement pour ce podcast. Voilà, faut parler, au bout d'un moment, il faut expliquer. Eh bien, voilà, en corrélation avec ça, l'évolution a apporté des innovations, les ailes, pour voler. Effectivement, nous, on ne peut pas voler. Mais on peut faire énormément de choses quand même. En tant qu'acrobate, tu le sais. Oui. On peut faire énormément de choses d'un point de vue du corps. Et donc, dans la nature, plutôt à l'état naturel, ou à l'état de nature, j'ai le droit de dire ça? Ouais. Je sais pas si Rousseau serait d'accord. On sait même pas ce qu'il entend par état de nature, social, donc. C'est un petit peu social comme concept, alors que là je parle juste. Mais Rousseau, on sait même pas ce qu'il entend vraiment par état de nature, donc. Bref, on peut dire état. Eh bien, les espèces animales, il y a cette tension entre de la prédation, quoi. Et puis c'est comme ça que s'acte leur motricité. Et ensuite, ça se transmet de génération en génération. C'est très
basse résolution ce que je raconte, mais c'est pour qu'on ait une idée globale. Un oiseau, a priori, s'il vole, il est plus ou moins dans les clous de ce que l'évolution lui a donné, tu vois. Voilà. Alors, bon, pour qu'il y ait évolution, des fois, il y a justement des ruptures, des innovations, des machins. Mais bon, un oiseau, il vole, ok, un oiseau, il vole, d'accord. On peut dire pareil, un poisson, il nage très bien, voilà, ok. Et nous, en fait, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse pour honorer notre héritage, cet héritage. Ouais. Est-ce que, tu vois, bon, voilà. Alors, c'est une bonne question ouverte, oui. T'as soit l'école qui vont dire, ah bah nous, on est bipède, donc en fait, il faut faire que des trucs qui ont rapport avec le gait cycle, je sais pas comment traduire ça en français, enfin bref, la course, la marche, etc., etc. Effectivement, ça a l'air, si on regarde la plupart des animaux, il n'y en a pas beaucoup qui ont comme mode locomoteur par défaut la bipédie, si je dis pas de conneries, tu vois. Non. Donc il y a quelque chose qui se joue là. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. On est capable de faire plein de choses. Et donc, si tu en fais une démarche de développement individuel, de développement de soi, pas que moteur, hein, de découverte de toi, là, je pense que tu peux t'amuser toute ta vie, en fait. C'est pour ça que je fais des accros. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est lié à cet héritage-là. Il y a un certain... Et puis parce que c'est trop stylé. Mais... Surtout parce que c'est trop stylé. Voilà, c'est pour ça que je continue en art, on va pas se mentir quand même. Non mais en vrai, quand on me demande pourquoi est-ce que je continue à m'entraîner, c'est marrant parce que... C'est trop marrant. Quand j'étais jeune, on me disait « Ouais, c'est bien, mais tu sais, le cliché de... Tu verras 30 ans !» Tu verras quand tu auras 30 ans, quand tu auras mon âge, tu feras plus ce genre de truc. Quand tu vieillis. Le type stéréotype, gros bide. Bide à bière. C'est ça. T'inquiète, je faisais pareil quand j'avais ton âge. Voilà, alors aujourd'hui j'ai passé 30 ans, les gars, vous êtes où ? Ouais. Je vous attends. Ouais. Voilà, et 40 ans ce sera... Moi j'approche aussi pas loin. Ouais, tu verras, ça c'est mal. Je me doute. Mais je m'approche petit à petit. J'ai déjà les cheveux blancs qui sont là, donc c'est bon. Ça va, Imhotep. Pas encore. Non, mais c'est intéressant sur cette histoire d'héritage, justement, il y avait une question que je voulais te poser. Ça me fait penser à un débat que j'ai plus vu dans le domaine artistique. Souvent, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était beaucoup dans le domaine musical. C'était la question entre est-ce que c'est un talent ou alors est-ce que c'est acquis ? En gros, est-ce que c'est inné, acquis. Voilà. La question du déterminisme. La question du déterminisme. Est-ce que, du coup, tu veux dire ? Pas forcément la performance, je parle de pouvoir, par exemple, bouger, faire des accros. Tu vois, apprendre l'apprentissage des acrobaties, etc. Est-ce que, il y en a pour qui ils n'arriveront jamais parce qu'ils n'ont pas ça du tout en eux. Et donc, du coup, qu'ils pensent qu'ils y arriveront jamais. Non, est-ce que... c'est la question justement que ça, sans rentrer dans ce que les gens pensent, mais juste de se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'inné en nous et qu'on a tous des affinités pour telle et telle chose et que même si tout le travail qu'on y met, on pourra jamais arriver à là où on veut, si c'est pas dans nos affinités de base, ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert ? Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit pour arriver justement à transcender ça, quoi. Ouais. Alors je serais plutôt team acquis, mais en fait ça dépend de quoi on parle. Ça dépend du contexte et de quoi on parle. Pour reprendre ce que j'étais en train de raconter de manière encore, pour faire une belle lapalissade, si tu viens, tu me dis, écoute, là je vais vraiment me focaliser mes trainings sur la capacité à voler. J'ai envie de voler. Voilà, j'ai envie de voler, donc je vais m'entraîner comme un dingue, tous les jours, pour voler. Sans attirail, hein, sans artefact, sans rien, juste ton corps, à poil, tu voles à poil. Je vais pas t'en empêcher, parce qu'en vrai, t'es libre de faire ce que tu veux. Oui. Tu vas peut-être découvrir des choses sur toi, peu importe. Mais je suis pas sûr que tu y arrives. Oui. Tu peux t'entraîner 40 ans. Je pense que oui, ça va être un peu compliqué. À planer. Donc, il y a quand même un tant soit peu de déterminisme. Ouais. Par contre... Mais prenons par exemple le cadre des acrobaties. Ce que l'on peut faire. Ce que tu enseignes. Ce que l'on peut faire. Tu prends un backflip. Ou n'importe quoi. Un salto arrière. Ou un truc un peu cliché, un stéréotype de quelque chose. Non, ça s'apprend.
voilà, à part si vous avez dans votre histoire de votre vie un accident, une limite motrice Ouais, un handicap qui moteur fait ou que, autre. effectivement, ça va être compliqué. Auquel cas, il y a une quasi-infinité d'autres mouvements à faire. Si vous avez compris que le mouvement, c'est plus une approche des choses plutôt que une collection prédéfinie et codifiée de choses dans mon approche. Donc en fait, voilà, il y a toujours des choses à faire. Et puis en fait, moi qui suis aussi assez intellectuel et fasciné de physique, vous voyez que même si on est handicapé dans une chaise roulante, on peut révolutionner la physique. Donc voilà. Mais sinon, si c'est une sorte de frein psychologique, si c'est parce que votre corps ne répond plus vraiment comme vous voudriez qu'il réponde, ou comme vous avez le souvenir qu'il répondait quand vous étiez gosse, ou quoi machin, je peux vous assurer que je vous apprends à faire un backflip. Moyennant la progressivité. La patience. Alors oui, la patience, la discipline. Oui, la discipline mais et tout ça. surtout pour moi, ce qui vient avant. Parce que la discipline, c'est comment tu te positionnes toi-même. Par rapport on peut parler de ça après, oui. si tu veux. Quelques principes sur lesquels ensuite je fonde ma pratique, même de ce qu'est une pratique. Mais la progressivité, c'est vraiment un des principes qui découle de ce memento mori, si je continue l'histoire. Le premier, en fait, avant la progressivité, c'était comment je peux appeler ça, l'observation. La capacité à observer. Peut-être. Non, pas l'observation. Non, pas l'analyse. Okay. L'analyse, c'est déjà une opération mentale sur ce que tu observes. Okay. C'est pas pareil. D'accord. Là, c'était plus proche des sens. Okay. Déjà parce que, on peut pas encore partir dans un hyperespace là sur, en gros, la question des perceptions. Oui. Qu'est-ce qu'un sens, etc. Effectivement, on n'en a pas que 5. On apprend tous à l'école les 5 sens. Ok, très bien, on en a plus. Oui. La proprioception. Ça déjà. Voilà, la position des différents segments de ton corps par rapport à eux-mêmes, c'est la proprioception. L'équilibroception, entre guillemets, qui n'est pas tout à fait la même chose. L'équilibration, je crois qu'on dit. En général, il y a cette j'ai vu dans certains cours, c'était l'équilibration qu'on dit. Alors c'est l'équilibration. Effectivement, oui, c'est ce sens-là. Et puis même le fait de savoir, par exemple, quand tu vas bien ou pas bien, ça a un sens. C'est ta proprioception. Ça fait partie de ta proprioception de savoir comment tu te sens à l'intérieur. Non, c'est pas de la proprioception. La proprioception, c'est la position. C'est quelque chose de... Je sais pas si c'est bathymétrique, je pense que le terme n'est pas correct, mais c'est une question de position. C'est une question de position, ça, oui. Pour en citer un autre, il y a la nociception. Dans le langage courant, c'est la douleur. Oui. C'est un sens. C'est un sens. Ça t'envoie des signaux, qu'il se passe quelque chose, etc., etc. Bon. Et ensuite, effectivement, tout ça, on peut le résumer dans ce qu'on appelle interoception, extéroception. Interoception, c'est pour l'intérieur du corps. Oui. Extéroception, c'est pour l'extérieur du corps. Par exemple, là, je sais, j'ai pas lu d'études documentées là-dessus, mais bon, par exemple, quand tu fais des efforts intenses, cardio, entre guillemets, ou quand tu fais de l'apnée, en fait, tu as une sensation de pression au niveau pulmonaire. Je me demande si c'est pas aussi une question de perception au sens de sens, oui. Sens signification, de sens perception. Parce que les alvéoles, en fait, t'es capable de capter un peu la pression qu'il y a dedans. Voilà, c'est documenté. Donc pareil, s'il y a des gens qui étudient ça, droppez ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Sinon, je demanderai à ChatGPT à 4h du matin et puis Non, mais forcément. Je dis ça comme si je savais. Mais par exemple, si tu prends des articles dans nos articulations, on a certaines capsules qui contiennent du liquide synovial. Oui. Et des fois, il faut que le corps puisse savoir s'il y a du liquide ou pas. Et qui dit liquide dit changement de pression. Donc ça veut dire que certaines choses qui passent par cette capsule ont des barorécepteurs, donc des capteurs de pression. Oui, probablement. Donc ça vérifier s'il y a si c'est associé à des tissus particuliers, etc. Là, je sais pas, j'avoue. Mais en tout cas, on peut penser qu'on a effectivement des barorécepteurs dans nos corps et même plein d'autres choses dans notre corps qu'on n'a pas encore identifiées et qu'on va rentrer dans les sens. Oui. Voilà, c'était pour élargir la notion de sens à seulement les 5 sens dont on connaît bien. Et on pourrait même l'élargir encore plus loin, au moins pour la métaphore. Est-ce que l'introspection, c'est-à-dire par la pensée, par la conscience, aller en soi, sonder ses émotions, ses pensées, etc., est-ce que ça peut être une investigation du même genre ? Est-ce que la pensée, on peut la considérer comme un sens parfois ? Alors,
Si tu es très pragmatique, tu diras, bon, a priori, on ne sait pas vraiment à quel organe associer, à quel tissu associer ça. Alors que les autres, c'est un peu plus facile. On peut toujours, voilà, la vue, c'est l'œil, etc., etc. Bon, encore une fois, c'est séparer les choses, mais ça reste assez cohérent. La pensée, ça c'est encore un autre débat, mais au mieux, on peut faire des corrélats neuronaux. Donc, il se passe un truc au niveau du système nerveux. Maintenant, est-ce que la pensée, enfin, du moins la conscience, elle vient de là ou pas? Bon, voilà, c'est pas le sujet du podcast, mais vous pouvez chercher et vous avez certainement déjà une première idée là-dessus. Puis ensuite, vous pouvez étoffer en recherche. C'est très intéressant. Je pense que, bon, en tant qu'homo sapiens, à l'époque où on vit, c'est intéressant de se poser ces questions. Ouais. Mais considérer la pensée comme un sens, j'avoue que ça m'arrive souvent. Une autre ref là-dessus, parce que là, ça devient peut-être un petit peu pompeux. Si vous connaissez Senseiya, parce que oui, j'ai grandi avec Dragon Ball et j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiac, la base, avant même Dragon Ball. Moi, j'ai moins vu les Chevaliers du Zodiac quand même. J'ai beaucoup plus vu Dragon Ball que les Chevaliers du Zodiac. Bon, et en fait, je pense que ça te plairait parce qu'en fait, c'est grec à la base, c'est des guerres saintes, un peu comme Fate que tu adores. Ouais, Fate. Et donc, en fait, tu as des divinités qui s'affrontent, et puis par rapport aux constellations, c'est trop bien. Et le pouvoir, l'espèce de surnaturel, ça s'appelle le cosmos. Ok. Et tu éveilles ton cosmos en augmentant tes sens. Okay. Donc tu augmentes tes sens, les 5. On est bien dans les raclettes. Et ensuite, tu développes d'autres sens. Le 6e sens, c'est quoi, frérot? Le 6e sens qui t'envoie sur le chemin des chevaliers. Je sais pas, tu vas me le dire. La pensée. La pensée. Et puis ensuite, le 7e sens, c'est le cosmos. C'est la manière de percevoir et donc de manipuler le cosmos, ton cosmos, en accord avec ta destinée. Donc, tu as une constellation, bref. Et ensuite, tu en as d'autres. Et par exemple, la divinité, c'est tu t'éveilles à un autre niveau de sens, qui, je crois, c'est le 9e. Il y a le 8e, c'est les big boss des chevaliers, genre le chevalier de la Vierge, par exemple, par la méditation. Il arrive toujours à éveiller le 8e sens et devient un big boss. Okay. Et ensuite, tu as, je crois, le 9e ou le 10e, je sais plus. C'est les incarnations divines à chaque guerre sainte qui eux sont encore au niveau supérieur. Enfin bref, c'est trop bien. Et là on est dans à peu près la vision aussi d'Héraclite, hein, que et la pensée qui saisit le cosmos. Hein. Et ne lisez pas Héraclite, regardez les Chevaliers du Zodiac. Voilà, il y a des bastons, c'est trop bien. Bref, lisez pas, regardez des mangas. Beaucoup mieux qu'un horoscope, les gars. L'horoscope, tu dis ton truc, c'est éclaté, là t'as rien. Là, t'as un chevalier. Regardez Lost Canvas. La saga Lost Canvas particulièrement, c'est, voilà, tous les chevaliers d'or sont extraordinaires, ils sont tous géniaux, tous, vous regardez ça, et voilà, c'est recommandation personnelle. Donc du coup, si on revient sur l'idée d'entre... Observation, déjà, tu observes les mouvements que tu fais chez toi au quotidien, tu observes ton environnement, celui dans lequel tu évolues en permanence, tu regardes ce que tu peux faire déjà, tu changes l'attention que tu distribues sur tes mouvements du quotidien, quand tu vas porter tes courses, quand tu montes des escaliers, quand tu te lèves d'une chaise, quand tu t'allonges par terre, peu importe. Voilà, ça, c'est un bon moyen, sans s'inscrire à la salle, sans payer quoi que ce soit, sans acheter de matériel, sans devenir un champion de quoi que ce soit. C'est un moyen de toucher à quelque chose de fondamental en tant que pratique quotidienne. Ouais. Et ensuite, on peut étoffer ça comme on veut. Ensuite... Et aussi faire de son environnement quotidien, puisque c'est celui dans lequel on existe et qu'on passe la plupart du temps, un environnement qui nous invite à bouger, qui nous invite à... Par exemple, si tu sais que tu travailles chez toi longtemps sur un bureau, tu peux bouger, tu peux te mettre un peu en squat, tu peux te mettre un peu assis par terre, tu peux te mettre faire un bureau debout, tu peux machin. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, si tu veux mettre une barre entre une porte de ton garage ou je ne sais quoi... ou de ta salle de j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, pour pouvoir te suspendre. Encore une fois, on est des primates, donc ça me paraît quand même assez important. Voilà, c'est pas des trucs de base que je ferais si jamais j'étais obligé, 5 mouvements, machin, mais ça me paraît quand même accessible. Ensuite, il y a la progressivité. La progressivité, ça amène au principe de l'hormèse. Mais avant de définir même ce qu'est l'hormèse, j'aime bien le présenter en racontant la petite histoire romancée, bien sûr, d'un gars qui s'appelait Milon qui vivait à Crotone, probablement dans la période autour d'Héraclite, parce que je crois que c'est 600 avant Jésus-Christ, par là. Donc c'est... Demandons à Google. Non, c'est un siècle plus tard, du coup. Bon, enfin bref. Parce que 600, ça veut dire que ça a été le 7e siècle. Et Héraclite, c'est le 6e. Bon, c'est par là, quoi. Ils se sont pas connus, mais c'est ce que je veux dire, c'est pas trop loin. Et Crotone, c'était au sud de l'Italie à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, mais qui était une colonie grecque.
parce que c'était avant l'Empire romain qu'on connaît. Eh bien, c'était un lutteur, notamment. Enfin bref, c'était un athlète. À cette époque-là, les Jeux Olympiques existaient. Il y avait même d'autres jeux, les Jeux Pythiques. Eh bien, le type, c'était une brute épaisse, en fait. En tout cas, c'est ce que nous racontent les récits. Hein. Ce type a existé. Après, voilà, à quel point c'est romancé, je sais pas. Je pense que... Bon, je ne raconte pas trop de conneries. En tout cas, il est dit que ce type a gagné 6 fois les Jeux Olympiques, 7 fois les Jeux Pythiques. Donc, si tu fais... Voilà, c'est comme s'il avait gagné 13 fois les JO. Ouais. De l'époque, en lutte. Donc, le mec est un mastodonte, quoi. Et donc, il y a un petit peu une légende autour de son entraînement qui disait que il portait un veau sur ses épaules. Bon, après, il s'entraînait. Je sais pas ce qu'il faisait, un parcours. Il sautait, il faisait des squats, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais il portait un veau. Voilà. Il a commencé à porter un veau. Mais il le faisait tous les jours. C'est pas du tout faut pas faire ça, d'accord. Vous n'allez pas chercher un veau pour le porter sur les épaules tous les jours. Voilà, bon bref, c'est une légende. Mais l'idée, c'est que, à mesure que le temps passe, le veau, ça devient un veau adulte, un bœuf, en fait, notre gros mastodonte. Et en fait, Milon, il le porte quand même, en fait, parce qu'il n'a pas vu. C'était des petits changements, et ça a permis à ce qu'il s'adapte. Et c'est en fait une métaphore de la surcharge progressive, notamment en musculation, mais en tout. Dans l'apprentissage. Et peu importe si c'est vrai ou pas, c'est une métaphore que je trouve intéressante. Alors après, je crois qu'il est mort comme un con. Le type, je sais pas, il s'est fait piquer par un serpent. Je sais plus ce que c'est, donc ça force l'humilité un peu. Mais c'est pas la question. L'hormèse, c'est un principe du vivant. Voilà. L'observation, on aurait pu même l'associer à un autre principe du vivant, qui est l'homéostasie. Oui. C'est-à-dire le retour à l'équilibre quand tu es à l'état de repos. Donc c'est un principe du vivant, c'est une propriété de ton corps, de ton être. Si tu le mets dans les conditions nécessaires, il va revenir à son état d'équilibre. C'est l'intelligence de la vie. Je précise les conditions nécessaires. Donc en fait, si tu es épuisé sur le long terme mais que tu ne te régénères pas, ça veut dire que tes conditions ne sont pas... Ton corps ne perçoit pas ces conditions comme étant du repos. Voilà, on pourrait discuter beaucoup là-dessus, mais voilà, il va falloir qu'on fasse un peu court, je pense. Deuxième principe l'hormèse, c'est que si, en ayant accès à cette homéostasie qui est là en permanence, tu vas, comment dire, il y a un stress au sens biologique. Hein. Le stress, c'est pas quelque chose de mauvais. Pas mauvais, oui. C'est une situation qui te... On dirait tu sors de ta zone de confort dans le jargon, tu vois. Et que ce stress, il est intense et court, pour pas que ça devienne trop délétère, et qu'il est suivi par le repos nécessaire pour que tu crées les adaptations, de sorte que la prochaine fois que tu rencontres le même stress, en fait, tu sois déjà plus fort. Eh bien, ce principe-là de renforcement, c'est le principe du renforcement, c'est le principe du Saiyajin, en fait, tout simplement. Exactement ça. Eh bien, c'est le principe de... au final. Mais voilà, je sais pas pourquoi on parle de trucs perchés. Allez voir Dragon Ball encore une fois. Allez juste voir ça. Pas super. Regardez Dragon Ball Z. Et vous arrêtez à Dragon Ball Z. Voilà. J'étais à la limite moyen, mais Dragon Ball le Z. skin du Saiyan 4 est quand même vraiment stylé. Gogeta en Super Saiyan 4. Oui, voilà. Okay. Après le reste, Dragon Ball Super, en tout cas, il n'y a plus cette dimension de la course à l'armement, du mérite, du pouvoir que tu as. Et il y a plus ça, en fait. C'est les power-up sur power-up des niveaux divins. Le plus fort de l'univers, c'est une espèce de pignouf qui ressemble à rien, qui est capable de reset l'univers juste parce qu'il a faim. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens, les gars. Arrêtez-vous Dragon Ball Z. Vous pouvez regarder Super. On dit pas que c'est une mauvaise chose. Franchement, ça donne envie. Après, moi, je dis ça, mais je l'ai pas regardé en entier. Dragon Ball Z, c'est le summum de dans Super Hit. Le personnage Hit. Oui. Il est cool. Oui, lui, il aurait pu être dans Dragon Ball Z. C'est vrai qu'il est pas mal, ouais. Il me fait penser à la construction de personnages des anciens. Oui. Mais il y en a plein et bon bref, peu importe. Jiren, nul, il a chier, naze, zéro. Il veut être le plus fort. Zéro, il y a rien. Narrativement parlant, c'est éclaté au sol. Dragon Ball Z, point. Bon, ce qui nous amène à quoi ? Ce qui nous amène à la notion de pratique. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par pratique ? Alors, je vais rebondir sur cette idée du kung-fu, c'est-à-dire de la maîtrise, ou cette métaphore dont on parlait au début, tu deviens ton craft, en fait, du forgeron qui, en fait, c'est lui. Il se forge lui. Certes, il forge des lames,
Mais en forgeant des lames, il se forge lui. aussi. Ok. Alors tu vas peut-être pouvoir mieux en parler que moi, parce que je ne sais pas exactement à qui l'associer. Alors pour moi, c'est Aristote, mais peut-être que je dis des conneries. Et une différence qu'on pourrait faire dans la notion de pratique entre, en grec, praxis et poiesis. Ouais. Je vais te dire ce que moi, comment moi je me le représente. Après, toi, tu pourras aller me corriger si besoin. Poiesis, j'associe ça à une pratique orientée vers un but. Par exemple, pour donner un exemple, tu fais un objet, voilà, tu fais de la poterie, tu fais un objet, voilà, c'est quelque chose de fini, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est une action où tu vas créer quelque chose et c'est fini. Et donc la pratique, elle a une fin. L'objet de la pratique, c'est pas toi. C'est une création qui n'est pas toi. Oui, c'est une nouvelle création. Et une nouvelle, du coup. Praxis, c'est qu'en fait, l'objet de la pratique, c'est le sujet. L'objet de la pratique, c'est toi. Oui. Peu importe ce que tu fais. C'est pas ça le plus important. Donc, du coup, c'est infini. Comme jeu, entre guillemets. Mhm. C'est infini. Et donc, pour moi, le mouvement, c'est ça. Et c'est pour ça que pratique est plus important que mouvement dans pratique du mouvement. Oui. C'est avoir cette approche des choses. Bon, maintenant, si tu veux faire du piano, si tu as envie d'être spécialiste du piano, bah déjà, c'est du mouvement au niveau de tes doigts. Moi, je ne suis pas capable de faire ce que fait un pianiste, pas du tout. Mais voilà, en fait, pour moi, l'approche des choses est plus importante. Moi, je kiffe les accros. Alors, je me force à avoir une démarche de découverte de plein de nouvelles choses, physiques ou pas forcément physiques, intellectuelles ou quoi. C'est vrai que mon kiff, en tout cas pour l'instant, c'est les accros. Donc, en quelque sorte, ma spécialité, on pourrait dire, actuellement, c'est les accros. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Ce qui est plus important, c'est ce principe-là, cette posture, en fait, du pratiquant. Que te dire d'autre? Tu as plutôt bien résumé. Et moi, ça me fait penser à une phrase qu'on retrouve un peu dans la pensée d'Héraclite, pour dire que c'est qui dit que le mobile est connu par le mobile. Mobile dans le sens ceux qui bougent? Oui. Ce qui est mobile, c'est connu par le mobile. C'est-à-dire qu'il faut que tu dois bouger pour comprendre ce que c'est de bouger. Ouais. Donc, tu dois pratiquer pour comprendre ce que c'est de pratiquer. Naturellement. Oui. Naturellement. Ah oui, voilà. oui, bien sûr. Bien sûr. Ça me fait penser à une phrase, enfin une sorte de maxime. Alors pareil, je ne sais pas à qui vraiment l'associer, donc je vais l'associer à la personne chez qui je l'ai entendu en premier. Voilà, la première connexion qui se fait en moi, c'est chez Pierre Dufraisse de Vérisme TV, que je salue. Pareil, j'adore ce que tu fais, on s'est déjà rencontrés, j'espère qu'on se recroisera un de ces quatre. Peut-être qu'elle est de toi, eh ben merci si c'est le cas, merci. Et ça disait, le présent est la porte, la pratique est la clé. Voilà, je laisse un petit silence après ça parce que c'est vraiment puissant en vrai. Donc on pourrait résumer ça un petit peu comme ça. Ouais. Que te dire d'autre? Donc on a dit observation, progressivité, on pourrait parler de discipline, de motivation, peut-être, rapidement. Parce qu'il y a, on est un peu dans une société où on a besoin de motivation externe pour entreprendre des choses. Oui. En tout cas, surtout dans le sport et surtout dans l'aspect un peu stéréotypé de l'activité physique, quand tu vas à la salle, etc. etc. De mettre l'élève, Ouais, ou enfin, tu as besoin de motivation, mais regarde, mais tu as besoin de savoir ce que la culture en pense, et la société moderne, tu vas sur YouTube, et tu cherches motivation training, et tu vas voir ce qui sort. Ouais. Voilà, c'est simplement, en fait, c'est une espèce de projection de notre conscience ou inconscient collectif au travers de l'Internet, quoi. Oui, bref, donc il y a quelque chose, on a ce besoin de motivation externe, alors c'est quelque chose qui est, je pense pas mauvais en soi, mais qui serait intéressant de transcender quand même, parce que qu'est-ce que tu fais lorsque tu ne l'as pas? Pas grand-chose. Donc, justement, dans l'idée de praxis, il y a cette idée que tu fais pas ça parce que pour une certaine reconnaissance, alors peut-être on pourra en discuter, mais en tout cas, c'est même le plaisir de l'expérience de ce que tu fais, c'est pas là que tu mets l'intérêt de ce que tu fais. Ton intérêt, il est dans ton développement à toi, dans le processus, on pourrait dire.
dans ta croissance, dans ton devenir, en fait, tout simplement. Exactement. Si on veut reprendre Héraclite. Tu peux utiliser ce mot. Et donc, oui, effectivement, il y a une notion de discipline, surtout lorsqu'on on a appris, alors soit on nous a appris, soit en fait on a appris parce qu'on a baigné dans un quotidien qui fait que, peu importe l'âge qu'on a, au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est vrai, ça m'intéresse, j'ai envie de reprendre, j'aimerais me ressentir mieux dans mon corps, j'aimerais tellement faire ceci, cela, ça peut être simplement une roue ou quoi, je sais pas, mais je sais pas comment faire, ça m'a l'air long, puis finalement j'ai pas de temps, puis alors l'esprit est très bon pour nous donner des excuses, alors qu'en réalité, bon bah, quelques minutes par jour, ça et là, voilà, si t'as pas force, tu vas pas aller au JO, enfin voilà, mais par contre, si c'est juste et humble au regard de quelque chose en toi qui le désire vraiment, un truc dont je parlerai plus tard, quelque chose d'assez authentique, eh ben, pour moi, c'est ça que j'honore, en fait, et c'est pour ça que je fais des accros, en fait. Okay. Et puis, ça peut être très ludique, en fait. C'est pas pour rien que le jeu, c'est le système, le jeu, c'est le dispositif d'apprentissage, c'est le meilleur dans la nature. Les animaux, les prédateurs, ils jouent pour apprendre, si vous avez un chat ou un chien, voilà, c'est des petits prédateurs, mais c'est pareil pour les gros, et ben pour apprendre à chasser, ils font quoi ? Oui, ils jouent Ils jouent à se mordiller, ils chamaillent, ils imitent maman lionne qui va chasser l'antilope, etc. Bon bref, ils jouent. C'est dingue quand même. Nous, pour apprendre, on fait quoi ? On reste assis sur des chaises. En tout cas, conventionnellement, on joue pas. Oui. Pourtant, quand on est petit, on fait quoi ? On a cette même énergie vitale, ce même enthousiasme qui est d'ailleurs l'étymologie d'enthousiasme, c'est une étymologie grecque. C'est une sorte, ça veut dire inspiration divine en gros. Ouais, parce que les Grecs, c'est l'emprise même divine, je crois. Oui, je trouve le mot inspiration plus joli, mais je me permets d'adapter un petit peu. Parce qu'il me semble que enthousiasme, en fait, ça vient de enthos. Alors, je vais chercher dans le Bailey, qui est la référence grecque pour les termes. Hop. C'est une possession divine. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il se racontait l'histoire que les talents extraordinaires étaient en fait l'œuvre du divin qui possédait les hommes. Exactement. C'est une lecture, c'est une croyance de leur part qui s'est infusée dans les mots, et on utilise encore ce mot aujourd'hui, mais pour la plupart, on ne se questionne plus sur l'étymologie du truc. Alors que l'étymologie, tu remplaces possession par inspiration, une inspiration divine, c'est beau. Oui. C'est très beau. Et cet enthousiasme-là, en fait, on l'a tous quand on est gosse. Il suffit de traîner avec des gosses. Voilà, je ne sais pas si tu t'entraînes dehors. Tu te mets sur les mains, tu vois très bien quel est ton public. C'est des tours de contrôle. Ils font la même chose que toi. Ils te captent à 500 mètres d'envergure. Et puis, ils t'imitent. Exactement. Comme des singes. On est des primates. Mais ils t'imitent, ils se mettent sur les mains, ils font des petites accros, ils font des espèces même les tout petits, ils font des chiens tête en bas. Ils savent à peine marcher, mais ils mettent quand même leurs mains au sol, ils mettent la tête en bas. Il y a quelque chose d'authentique là-dedans, en fait, et de contagieux. Ouais. Sauf que nous, au bout d'un moment, on nous demande... Donc ça veut dire que jouer, c'est le mode naturel de l'apprentissage. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça... Pourquoi ? Je sais pas, c'est moi qui ai créé ça. Mais en tout cas, une corrélation, c'est que ça maximise l'attention. Et encore une fois, une petite référence à Idriss Aberkan, c'est dans son livre « Libérez votre cerveau », je crois, où il a cette... équation de l'apprentissage, où il dit que le flux d'apprentissage, c'est proportionnel, c'est égal c'est proportionnel à l'attention multipliée par le temps. Donc, l'attention que tu dédies à quelque chose et aussi le temps. D'accord. Plus de temps tu passes. Bon, effectivement, quand on joue, quand on est engagé dans un jeu qui nous plaît, qu'on a cet enthousiasme-là, même si c'est un jeu vidéo ou quoi, je suis geek, je connais bien le truc, notre attention, elle est maximale. On pourrait presque parler d'état de flow parfois, tu vois. On est à fond dedans. Peut-être pas toujours le cas dans d'autres manières avec lesquelles on apprend, parce qu'au bout d'un moment, on nous dit il faut arrêter de jouer, il faut apprendre. Oui. Mais en fait, jusque-là, en fait, on jouait pour apprendre. Et au bout d'un moment, on nous dit, il y a des grandes personnes qui viennent nous dire écoute, il faut que tu restes sage, tu te balances pas sur ta chaise, tu fais pas clic-clic avec ton stylo, tu te tais, tu lèves la main si tu veux parler, et tu écris dans ton cahier. Alors c'est très bien, moi j'étais intellectuel, j'adore apprendre des trucs. Mais maintenant, dans la position que j'ai pas d'enfants, mais si j'ai des enfants, franchement, j'y réfléchirai. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui me semble pas correct là-dedans. Enfin, je parlais de ça pour dire que apprendre des choses, surtout avec l'approche que j'ai aujourd'hui et ce que j'essaie de transmettre à mes élèves,
c'est de réintégrer cet enthousiasme-là. C'est de réintégrer le jeu, ça peut être ludique, ça devrait être ludique, ça doit être ludique. Si vous voulez que ça connecte avec quelque chose de très profond en vous, qui ne se tarira pas. Ça dépasse la motivation, le pansement de motivation, ça dépasse même la notion de discipline pour moi, qui est essentielle, hein. Je dis, voilà, il en faut. Ça, c'est l'aspect de l'adulte en nous, lorsqu'on est devenu adulte et qu'on est capable de se dire que des fois, on n'a vraiment pas envie, etc., mais quand même, on s'est engagé ou on aimerait bien, donc ok, on a besoin de ça. Mais jamais trop longtemps au détriment de l'enfant en nous. Parce qu'on parle beaucoup des enfants, les autres. Mais a priori, je on crois... a un enfant en nous. Je sais pas, mais en tout cas, a priori, on a tous été enfants un jour. Ou alors, pareil, écrivez-le en commentaire, c'est intéressant. Mais, qui est passé de boum à adulte. Voilà. En tout cas, cet enfant-là, moi je l'appelle le héros intérieur. Oui, c'est la question que j'allais te poser, justement, ça connecte bien avec... Je l'appelle le héros. Avec la question que... L'enfant intérieur, c'est un concept que je n'ai absolument pas inventé, que j'adore Carl Jung. Moi, dans ma documentation et mes études personnelles, c'est à lui que je l'associe, même si je suis même pas sûr que lui, il ait parlé vraiment de inner child, peut-être en premier. En tout cas, ça a été repris, et ça traîne bien aujourd'hui avec cette idée que lorsqu'on est enfant et qu'on expérimente certaines choses, que l'on va plutôt qualifier de traumatiques dans ce contexte-là, bon, bah, ça s'imprime sur notre soi psychique à ce moment-là, et il continue d'exister en nous, il peut se matérialiser en rêve, ça m'est déjà arrivé, sous la forme de moi enfant. Enfin bref, il y a énormément de symbolisme là-dedans, quelque chose d'archétypique. Donc ok, mais à ça, je rajoute l'idée, rappelez-vous, je suis un geek, j'aime les dragons, j'aime les héros, Guts, Lord of the Ring, tout ça. Alors, j'ai Guts, besoin... c'est Berserk. Guts, c'est Berserk. J'ai besoin de ce côté héroïque, de ce côté épique, ça m'anime en fait. Bon, voilà, bah, si ça vous anime, c'est cool. Ça pourrait être une héroïne, hein, d'ailleurs. Je parle pour moi, c'est pour ça. Mais ce côté ce côté épique en fait. Et quand j'étais petit, je sais que je me rêvais guerrier, je me rêvais chevaucheur de dragon. Enfin bref, non mais peut-être que vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est vrai. Et en fait, je sais que je vais pas chevaucher des dragons dans cette vie, a priori, à part s'il y en a qui pop, je vous jure, j'essaye. Je vous jure, j'essaye. Moi, je te connais, je sais que dans 10 ans, t'as les cheveux blancs, t'as 2 épées dans le dos, et voilà. Tu me dis, frère, je vais à Carmoren. Je vais à Carmoer. De Rive. Voilà. Michael de Rive, c'est tout ce qui va se passer. Bon, enfin, mais pour garder le côté sérieux, cette projection que je faisais quand j'étais enfant d'un moi qui serait héros un jour dans une fantaisie, eh bien c'est ça que j'enferme dans ce concept du héros intérieur. Pour moi, c'est un héros en moi et je l'utilise pour guider, pas que mes entraînements, pour beaucoup de choses dans ma vie. Et justement, j'utilise l'enthousiasme comme une sorte de boussole. D'accord. Pour aider, et peut-être que ça marquera un petit peu la fin de tout ça, pour aider à comprendre, voilà, j'aime beaucoup la psychanalyse jungienne. C'est pas forcément facile à disséquer. L'œuvre de Jung est un petit peu comment dire, difficile à appréhender, un petit peu bordélique. C'est pas forcément méchant ce que je dis, hein, c'est juste, voilà, le mec écrivait. C'est pas ultra rationnel, toutes ses œuvres. En fait, du coup, il faut lire tout le corpus pour comprendre. J'ai pas vraiment lu tout le corpus, je vous assure, pour le moment, mais ça arrivera. En tout cas, les concepts, j'aime beaucoup. Et ça me parle profondément, un peu au trip, on pourrait dire. Il y a quelque chose, pour pas m'étendre dans les expériences que j'ai fait et que je corrèle à tout ça, mais il avait cette idée d'inconscient collectif. Bon, si vous avez compris ce que je raconte depuis tout à l'heure, sur cet héritage évolutif, sur voilà tout ça, voir plus grand que nous, l'individu dans une société, puis dans une tribu, puis dans la nature, puis dans le monde, puis dans l'univers, etc. Voilà, bon bref, pensée holistique. J'aime beaucoup ce concept-là. Et puis, il a... En fait, pour donner un contexte très très rapide, c'était il connaissait Freud, bien sûr, Freud, le père de l'inconscient, mais qui étudiait l'inconscient dans le cadre de la thérapie individuelle, et qui a beaucoup basé son œuvre sur le complexe d'Oedipe que l'on connaît, sans rentrer dans les détails, qui est une sorte, pour moi, de réductionnisme, bien sûr. Jung, qui a rencontré Freud, qui est devenu un petit peu son collègue, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, au bout d'un moment, ils se sont séparés parce que Jung, il avait cette vision justement plus holistique, cette volonté plus holistique de comprendre la psyché humaine et tout ce qui pouvait être une projection de la psyché humaine. Et c'est pour ça qu'il a étudié les mythes, les histoires, les autres tribus, le bouddhisme, il a étudié
toutes sortes de choses, même le paranormal. Il a étudié l'alchimie. Ouais. Alors il pensait pas qu'on allait faire une pierre philosophale, d'accord, c'est pas Mustang, ou enfin c'est pas Fullmetal Alchemist. Oui. Non, mais par contre, il s'est dit que toutes ces cultures, tout ça en fait, tous ces récits à travers l'histoire, en fait, c'est le produit de la psyché humaine. Donc si on les étudie en ayant la vue d'un oiseau, c'est-à-dire on dézoome et on essaie de choper des patterns, on devrait voir des choses que l'on corrèle à l'âme humaine, entre guillemets, la psyché humaine. Et donc, il a découvert il appelle ça des archétypes. Très rapidement, c'est un putain de gros challenge, mais je vais essayer de donner un concept de ce qu'est un archétype, tel que je le comprends moi. Peut-être que je me plante totalement, on en reparlera dans 10 ans. J'aime bien penser à une peinture sur un mur encadré, voilà, comme par exemple la Joconde au Louvre. Voilà. Il y a un cadre, et puis il y a la toile avec un dessin. L'archétype, c'est le cadre, sans la toile. Voilà. Quelle est la nature, etc. Il y en a certains qui sont très profonds. Pourquoi est-ce qu'on a peur du noir ? Pourquoi est-ce que dans les films, voilà, même si vous lisez pas la mythologie grecque ou quoi, vous regardez les films, pourquoi les détraqueurs dans Harry Potter, c'est les spectres noirs et pourquoi ils sont pas blancs ? Pourquoi le divin, c'est lumineux ? Bon, a priori, pareil, j'ai pas de réponse, mais des corrélats, on peut en faire. On est des êtres diurnes, on est des animaux qui vivent le jour et pas la nuit. Peut-être que les hiboux, dans leur inconscient collectif, s'ils devaient écrire Harry Potter, les détraqueurs, ils seraient lumineux. Oui. Voilà, parce que pour eux, c'est la lumière qui les éblouit, donc c'est dangereux, etc. etc. Voilà. Un autre archétype, pareil, toujours Harry Potter, qu'est-ce qu'il y a sous Poudlard ? Un basilic. Le basilic, c'est méchant. Les dragons. Alors, à part moi qui kiffe les dragons, parce que voilà, Smaug est trop stylé, mais pourquoi c'est toujours les dragons ? Ouais. Quand tu regardes les chimpanzés ou les bonobos, je sais plus, enfin bref, certains des grands singes aujourd'hui, en éthologie, on se rend compte que si ce n'est leur plus grand prédateur, je crois, ou un des plus grands prédateurs, sont les serpents. D'accord. C'est sympa de pattes, c'est sinueux, ça se faufile dans les... comme Arthur dans Kaamelott qui a peur des serpents, qui se faufile dans les arbres, ça te mord, tu crèves, alors que c'est venimeux, etc. Donc peut-être que dans la culture tribale de nos ancêtres lointains, ça a directement été associé au mal, à la perfidie, à la métamorphose. Un serpent, ça mue, tu trouves des peaux, mais il est plus dedans, c'est trop chelou. Et voilà, dans les proto-cultures, j'imagine que, donc début de l'inconscient collectif probablement, ça s'est acté comme ça. Figure maternelle, pareil. Ta figure maternelle, c'est pas forcément ta mère biologique. Et donc, pour prendre cet exemple-là, et je terminerai ensuite, le cadre, c'est la figure maternelle de la mère, qui s'exprime de plein de façons. Il y a plein de... Héra, dans la mythologie grecque, c'est la figure maternelle, c'est la belle-mère, Héra. Ça, c'est la belle-mère, la figure de... Voilà, je ne vais pas en expliquer. Et puis ensuite, tu as des mères qui sont génitrices. Gaïa, la déesse de la terre, celle qui enfante le monde. Là, c'est l'aspect géniteur de la femme. Bref, figure paternelle. Il y en a plein que tu peux retrouver dans plein de choses. Ça a ensuite été... le travail qui a été continué, je crois, notamment par Joseph Campbell, le héros aux 1000 visages, hyper intéressant à lire. Enfin bref, ça pour dire, le cadre, c'est l'archétype. Ce qui se dessine sur la toile, c'est comment tu actualises cet archétype dans ta vie à toi. Donc si ta mère biologique, c'est ta figure maternelle, le dessin, c'est le visage de ta maman. En toi, c'est très métaphorique ce que je dis. Mais c'est pour donner une idée. En somme, le héros intérieur, c'est un cadre, c'est une sorte d'archétype en moi, que je connecte presque à l'archétype du soi avec un grand S de Jung, la totalité de la psyché, quelque chose qui te fait tendre vers la totalité de toi-même, dans ton devenir, par opposition des contraires, puisque forcément, quand tu rencontres ce qui est inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas toi, parce que ce qui rencontre l'inconscient, c'est ton ego, ce que ego je suis. Bon, bref, là, waouh, c'est ok, petite pause, d'accord. Et ce qui va se dessiner sur cette toile de mon héros intérieur, c'est un dessin qui s'acte en permanence, qui n'est pas fini, peut-être que je le finirai jamais. Et ce héros-là, ce qui se dessine, c'est moi en devenir. C'est celui que je veux être. Ok. Dans l'hypothèse que je me réalise totalement. Encore une fois, c'est très certainement idéal, mais en tout cas, c'est le chemin de l'individuation, pour parler en termes jungiens, ou sinon, c'est le chemin de la vie, quoi. C'est le chemin du devenir. Voilà, que rajouter, c'était... J'ai accéléré là, j'ai accéléré. Ouais, mais je me regarde depuis tout à l'heure en mode, frérot, l'heure. On avait dit 1h30 là. Non, pas du tout. Non, par contre, c'est très beau, c'est une belle manière de finir c'est une belle manière de finir l'épisode, quoi.
Bah écoute, Ça me fait arrêtons-nous là. penser juste à une dernière chose, c'est est-ce qu'on peut dire au final que le plus important, c'est de se chercher plutôt que de se connaître? Hein. Dans l'espoir de se connaître. Dans l'espoir de se En fait, connaître. c'est la recherche. Oui, Oui, c'est la praxis, quoi. Le C'est le plus processus important, de connaissance. c'est ça. Après, j'aime bien le connais-toi toi-même qu'il y a sur le temple de Oui, Delphes. on est Mais d'accord. effectivement, c'est une destination qui, je pense, est rêvée de l'homme, qui est idéale. Mm. Les rêves, c'est important. Griffith. Il n'y a que des rêves, Manga. Franchement. Si Voilà. vous arrivez à avoir toutes les rêves, mettez-les en commentaire, c'est magnifique. Ben, Mika, merci pour cet échange Merci à toi. vachement riche. J'espère que les gens qui ont écouté, ça leur a plu aussi. Bah, j'espère. Hein. Ouais, n'hésitez Sinon, pas, dites-nous, hein, si ça vous a pas plu. vous Oui, nous dites, n'hésitez pas à dire en commentaire c'est de s'il la est merde. parti beaucoup trop loin avec Jung ou avec Idriss Alors, Elba. sachez-le, et les quelques personnes qui écouteront ce podcast et qui me connaissent vraiment, je ne suis pas parti loin là. Là, on Oui. a fait un petit vol autour de tranquille. On est allé Oui, jusqu'à Mars. voilà. On est allé tranquille, petit vol de croisière sympa, quoi. Il faut savoir que ça fait des années qu'on se connaît et ça fait des années que nous, on est capable de parler 5 heures sans pause. Ah ouais, On alors passe t'imagines de- pas ce que je me voilà. raconte à moi-même. Oui, maintenant, je veux pas Et tu- imaginer. alors là, J'aimerais bien dormir moi, ce soir, s'il te plaît. Ok. Non, en tout cas, merci encore à toi d'avoir été présent. Je mettrai en commentaire les liens Instagram de ton Instagram, Memento Movie, pour qu'on puisse te retrouver, Aïe. qu'on puisse voir un peu ton travail, continuer à te suivre, même à prendre des coachings avec toi, si jamais arigato c'est gozaimasu. intéressant. Et voilà, moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ouais. Plus. À plus. Big Check ça up. quand même. Ça, c'est une ref aussi. Ça, c'est une ref aussi. Mais il faut qu'ils aient l'autre ref qui aille avec. C'est vrai qu'on l'a avec pas Big dit. Up, on l'a pas dit. Eh oui. Eh ben, On a écoute, pas à la dit. prochaine, mon brada flamanadabada. Ma brada fanadamada, voilà. Je te dis à bientôt. Hein. Big up. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Arqué. J'espère que cette conversation avec Michael vous aura plu autant que nous on a pris plaisir à échanger. J'espère aussi qu'elle vous aura donné matière à réflexion et peut-être quelques clés pour mieux comprendre vos propres devenirs. Si vous souhaitez en savoir plus sur Michael, vous trouverez son Instagram dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour. Il y aura aussi l'Instagram du podcast sur lequel je mettrai des actualités concernant les écritures, les prochains invités, les montages et sorties d'épisodes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Partagez ce podcast autour de vous si le sujet vous a plu. Enfin, dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser vos retours, vos questions, des suggestions d'invités. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être pour durer.